Matinale spéciale, le tour des clochers en direct de Saint-Brévin. Clara Bert, Simon Marty. Et bienvenue à tous pour ce tour des clochers. Je suis Simon Marty. Et je suis Clara Bert, quelle joie d'être avec vous en ce vendredi matin. Le Tour des Clochers fait étape aujourd'hui à Saint-Brévin-les-Pins, où nous sommes installés dans le presbytère de la paroisse Saint-Nicolas de l'Estuaire. Une paroisse dynamique qui inclut également Saint-Vital-en-Ré et que nous allons découvrir tout au long de cette matinée avec notre invité fil rouge. Le père Olivier Dejoie, un curé qui a parcouru le monde avant de poser ses valises dans notre belle Loire-Atlantique. Nous découvrirons son parcours fascinant du Mexique au Brésil. Bonjour mon père. Bonjour. Et nous accueillerons également plusieurs paroissiens engagés. Florence Vieille, aumônière, Michel-Dominique Duré pour le magazine paroissial, Bénédicte Bernardac qui anime la pastorale des Corégiens, Marie-Christine Laurent pour la fraternité. Et puis nous rencontrerons une historienne qui nous racontera le passé de Saint-Brévin et notamment l'histoire de la poche de Saint-Nazaire lors de la Seconde Guerre mondiale, alors qu'on s'apprête à célébrer le 80e anniversaire de la Libération. Et Clara, le 80e anniversaire de la Libération, il en sera question tout à l'heure en compagnie de la première adjointe au maire de Saint-Brévin. On évoquera aussi avec elle les projets de la commune, notamment le parc du Pointeau, les défis climatiques auxquels fait face le littoral. Une émission donc riche en découvertes, Simon, qui commence maintenant sur Radio Fidélité. Jusqu'à 9h, matinale spéciale, le tour des clochers en direct de Saint-Brévin. Et peut-être pour commencer, se mettre dans de bonnes dispositions, je vous invite à ce que l'on regarde doucement mais sûrement les prévisions météo qui vont nous accompagner sur cette journée, cette dernière journée de la semaine en ce vendredi sur la Loire-Atlantique. Et bien dans l'ensemble, c'est plutôt une journée agréable qui est en train de commencer. Si vous êtes sortis, vous avez peut-être constaté déjà une forme de douceur. Il fait 10 degrés sur la côte du côté justement de Saint-Brévin jusqu'à 11 à Saint-Nazaire. Les 11 degrés que l'on retrouve du côté de Nantes, du côté de Blain et ainsi qu'à Châteaubriand dans le courant de l'après-midi. L'évolution toujours avec un ciel qui pourra légèrement se voiler mais plutôt ensoleillé. Le thermomètre devrait atteindre les 18 degrés pour Saint-Nazaire. Ce sera la valeur minimale de cette journée. Comptez plutôt 19 à Pornic, à Saint-Brévin du côté de Préfaille, 20 degrés pour Blain, 21 pour la région nantaise. Dans la fin de journée, le début de la soirée, des nuages qui seront de plus en plus présents et un thermomètre qui devrait doucement tomber aux alentours des 13 à 14 degrés. Un coup d'œil rapide sur le week-end qui arrive doucement et qui se profile à l'horizon. Le ciel restera dégagé. Le thermomètre devrait être, lui, bien agréable. En direct de Saint-Brévin, c'est le tour des clochers jusqu'à 9h. Père Olivier, on revient vers vous. Vous êtes né le jour de Pâques 1967 et vous avez des racines familiales dans la région. Pouvez-vous un peu nous parler de ces liens avec le territoire, notamment avec Paimboeuf, où résidaient vos grands-parents maternels ? Oui, mon grand-père était dans les eaux et forêts et quand il a démissionné, il s'est installé dans la maison de famille. Sa mère était pimblotine de souche et mes grands-parents ils sont restés de 1949 à 1982 à peu près, jusqu'à la mort de mon grand-père. Et ma mère donc a vécu à Paimboeuf, tout en étant scolarisée à Nantes la plupart du temps. Voilà. Il y avait une importance pour vous, ou en tout cas une forme de clin d'œil de pouvoir revenir dans la région. On aura l'occasion de l'évoquer. Vous avez un parcours qui vous a amené véritablement aux quatre coins du monde et vous vous retrouvez là à quelques kilomètres au fond. On n'est pas très loin de Paimboeuf ici. C'est quand même assez amusant. Oui, vous parlez de clin d'œil. Moi, j'ai effectivement vu un petit clin d'œil. J'ai un attachement enfantin, enfin un attachement depuis l'enfance plutôt, puisque j'ai passé toutes mes vacances à Paimboeuf chez mes grands-parents, les vacances de Noël, la messe de Noël à la petite chapelle de l'hôpital, qui est maintenant désaffectée, mais voilà, j'ai des liens un peu charnels avec ce territoire. J'aimerais qu'on s'arrête, on a l'habitude de le faire sur votre vocation. Je crois savoir que pour vous, elle s'est manifestée plutôt assez tôt dans votre vie. Vous vous souvenez avoir entendu un appel ? Comment ça s'exprime ? À quel moment on se dit un jour dans sa vie, j'aimerais bien devenir prêtre ? Alors tout d'abord, je crois que chaque appel est évidemment particulier. Effectivement, je me souviens pas exactement de l'âge, mais j'étais vraiment petit, 5, 6 ans. Et
on était allé dans l'église de là où on habitait, à Saint-Sébastien-sur-Loire, pour la messe du dimanche, comme on est allé tous les dimanches. Et là, le prêtre a parlé des vocations. Je ne sais absolument pas qui est ce prêtre. Je n'ai pas du tout d'image, mais j'ai ressenti cet appel. Et je me souviens qu'après la messe, ça a résonné. Voilà. Et puis j'ai gardé ça, assez secret. Je crois que ma mère uniquement était au courant de... Il y a un moment où on se dit, en grandissant, comme beaucoup de choses qui peuvent nous faire vibrer dans notre enfance, c'est pas forcément pour moi. Et ça reste constant, ça s'éloigne, ça revient. Alors dans mon cas, c'est resté constant, mais j'ai presque un peu honte de le dire, mais un peu comme un boulet, en me disant pourquoi est-ce que j'ai cet appel. Je l'ai pendant longtemps ressenti un peu comme une exigence, comme une obligation, ce qui n'était pas forcément très sain, ni facile à vivre, mais bon, voilà, c'est mon histoire. Et du coup, mais ça ne s'est jamais arrêté. Voilà, j'ai gardé ça jusqu'à ce que j'entre en cheminement. Et vous avez effectué votre service militaire à Coéquidan, puis en Allemagne. Plus tard, vous êtes devenu donc aumônier des formations militaires de la sécurité civile. Qu'avez-vous retiré de ces expériences ? Alors, le service militaire, ça a été un moment important de développement physique. Je dirais surtout ça. La fraternité militaire n'était pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Le fait de me retrouver tout seul et d'assumer ma vocation tout seul, je pense que ça, c'était formateur, dans le sens où avant on est porté, et puis on se retrouve tout seul, et donc de continuer à entendre cet appel. J'étais évidemment pas prêtre. Puis quand j'ai été ordonné prêtre, donc les formations militaires de sécurité civile, ce que ça m'a apporté, c'est découvrir des gens qui, pour les 3/4, voire 90%, n'étaient pas chrétiens, et qui avaient besoin de Dieu. Notamment, je me souviens des appelés après les feux de forêt en Corse, qui avaient vraiment besoin de parler au padré. Voilà, de voir aussi qu'on pouvait avoir cette proximité. Quand je célébrais la messe, j'étais tout seul la plupart du temps. Mais quand eux, ils étaient passés au feu et qu'ils avaient eu la trouille, ils avaient besoin d'aller parler avec le padré. Il n'y a pas des moments où c'est quand même un petit peu frustrant, pour le dire comme ça, de savoir qu'on est l'épaule sur laquelle les gens vont pouvoir venir s'appuyer sur des moments où ils vont parfois un petit peu moins bien, mais que dans la vie de tous les jours, comme vous le mentionnez, quand il s'agit de célébrer, ils ne sont pas là? Alors je dirais il y a deux choses. Il y a effectivement un côté frustrant où on se dit ils n'ont pas compris l'essentiel. Première réaction peut-être. Et puis la deuxième que j'ai découvert plus tard, c'est que en fait en venant au service des autres, on grandit soi-même et qu'on découvre Dieu. Moi je me rappelle d'une expérience où j'étais vraiment très fatigué. Et je suis parti pour me reposer, entre guillemets, et je n'ai vu que des gens qui n'allaient pas bien. Mais il n'y en avait pas un qui allait bien. Et je suis revenu regonflé. Et bien, il y a quelque chose de cela dont on peut faire l'expérience et qui est vraiment une source, je crois. C'est une façon, enfant, d'expérimenter une forme d'espérance au milieu d'un monde qui est parfois plein, lui, de désespoir, de ces petits malheurs du quotidien, plus ou moins graves. Oui, d'espérance. Et puis, comme nous l'avons entendu dans l'évangile cette semaine, Jésus dit, dans l'évangile de Saint Jean, « Mon Père est toujours à l'œuvre, et moi aussi, je suis toujours à l'œuvre. » Et c'est une manière d'expérimenter que Dieu agit. Parce que sinon, ça peut être conçu comme de l'auto-persuasion. Je crois que vraiment, quand on se met au service des plus pauvres, ou des pauvres qui nous sont donnés, eh bien Dieu agit. Comment s'est fait le lien justement entre ces expériences militaires que vous avez pu connaître et le désir, ou pas, vous allez nous le dire, de partir, d'aller un petit peu explorer le monde, et notamment l'Amérique latine? Je ne sais pas s'il y a un lien. Ça a été un peu fortuit.
il y avait besoin de quelqu'un, on m'a envoyé au Mexique. Voilà, donc je suis pas du tout parti avec un étendard d'explorateur ou de... même le début a été vraiment difficile parce que ma mission n'était pas claire. C'est ce que j'allais vous dire, quand on quitte son pays malgré tout, qu'on part pour... on part pas en vacances, dans votre cas, vous. On part avec une mission, se confronter à une population qu'on ne connaît pas, dans une autre culture. On peut se dire que bon, au fond, quand on est curé, qu'on arrive dans une nouvelle paroisse, qu'on la découvre, il y a des points de similitude. Mais là, c'est vraiment littéralement une autre culture. On doit s'approprier les us et coutumes des gens vers qui on va. Ça doit pas forcément être le plus confortable, en tout cas au démarrage. Vous mettez exactement le doigt sur ce qui était difficile. Le choc culturel, je l'ai, après une vie assez trépidante dans le Var, je l'ai pris en pleine tête. Et c'était pas facile du tout. D'autant que j'avais pas de mission paroissiale. La mission n'était pas très claire. Ce choc culturel, je l'ai vraiment expérimenté. Je pense que c'est formateur, mais ça a été dur à vivre. Ce que j'ai pu découvrir le plus, c'est un accueil incroyable. Je crois que les Mexicains ont cette réputation méritée, des gens très accueillants. Et donc ça a été quelque chose d'assez impressionnant pour moi. Est-ce que je dois comprendre que derrière le choc, mais qui je pense est propre à toute personne qui a expérimenté justement cette vie à l'étranger durant quelques mois et qui se retrouve confrontée à ces autres façons de vivre, est resté une forme, je ne sais pas si on peut dire d'amour, mais en tout cas le lien est resté avec ce continent. Le lien est resté avec ce continent, c'est sûr. Plus avec la deuxième partie de mon séjour. En tout cas, j'ai vraiment découvert que les gens sont différents. Comme me disait une amie mexicaine, cada cabeza es un mundo. Chaque tête est un univers, un monde. Et on pourra jamais le cerner. Donc peut-être que ça, je crois que ça reste en moi. Je profite, avant qu'on aille sur l'évangile du jour, pour terminer, de voir un petit peu votre regard, vu que vous avez expérimenté cette Amérique du Sud. Est-ce que quand le pape François a pris ses fonctions, le fait de se dire qu'on a un pape qui vient de ce continent-là, avec peut-être un regard différent de celui que l'on peut avoir, nous, Européens, vous avez trouvé que c'était une force, une richesse qui pouvait être apportée à l'Église ? Alors, très honnêtement, j'ai pas fait le lien. J'étais plus attentif à ce qu'il nous donnait au fur et à mesure. Non, j'ai pas eu cet enthousiasme en disant il vient d'Amérique latine. Puis surtout, quand il y a un nouveau pape, il faut s'y faire, quoi. Bien sûr. C'est comme pour les gens, quand ils ont un nouveau curé, il faut qu'ils s'y fassent. Ouais, c'est pas toujours facile. Le temps de tous s'amadouer. Merci beaucoup, Père Olivier Dejoie. Vous restez bien évidemment à nos côtés. Je vous rappelle que nous sommes ce matin à Saint-Brévin-les-Pins, en tour des clochers. Avec Clara, nous allons vous accompagner tout au long de ces 2 heures de matinale spéciale. Mais pour autant, on ne déroge pas à nos habitudes. Il est tout juste 7h14. Vous qui êtes peut-être en train de vous réveiller en Loire-Atlantique ce matin. Et comme tous les matins, je vais vous inviter à prendre un temps de méditation autour de l'évangile du jour. Ce matin, les versets 1 à 30 du chapitre 7 de l'évangile selon saint Jean. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus parcourait la Galilée. Il ne voulait pas parcourir la Judée car les Juifs cherchaient à le tuer. La fête juive des Tentes était proche. Lorsque ses frères furent montés à Jérusalem pour la fête, il y monta lui aussi. Non pas ostensiblement, mais en secret. On était déjà au milieu de la semaine de la fête quand Jésus monta au temple. Et là, il enseignait. Quelques habitants de Jérusalem disaient alors : « N'est-ce pas celui qu'on cherche à tuer ? Le voilà qui parle ouvertement et personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Mais lui, nous savons d'où il est. Or le Christ, quand il viendra,
personne ne saura d'où il est. Jésus, qui enseignait dans le temple, s'écria : Vous me connaissez, et vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais il est véridique, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas. Moi, je le connais parce que je viens d'auprès de lui, et c'est lui qui m'a envoyé. On cherchait à l'arrêter, mais personne ne mit la main sur lui, parce que son heure n'était pas encore venue. Pour les Juifs, le Messie devait être un inconnu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, il est écrit « Personne ne saura d'où il est ». Or, de Jésus, on connaît beaucoup de choses. Son origine familiale et géographique, ses liens de parenté, son métier. Donc, Jésus ne peut pas être le Messie annoncé par les Saintes Écritures. Mais comment ces contemporains de Jésus lisaient-ils les Écritures ? Et comment les lisons-nous ? Ne tombons-nous pas trop souvent dans ce piège terrible du fondamentalisme en nous attachant uniquement au sens littéral, premier ? Ne sommes-nous pas capables de voir que tout au long de la Bible, ce n'est pas d'abord l'homme qui connaît Dieu et son envoyé, mais bien plutôt l'inverse. De Dieu demandant à l'homme et la femme cachés dans le jardin d'Éden, « Où es-tu » À l'amoureux du cantique des cantiques qui cherche sa bien-aimée, nous apprenons l'initiative première du Créateur qui connaît et qui veut connaître toujours davantage sa créature. C'est ce que rappelle Jésus, qui parle de celui qui l'a envoyé. Jésus est le Messie justement parce qu'il connaît l'homme de l'intérieur, parce qu'il est le Dieu fait homme. Il sait ce qui dans l'homme est porté vers le mal et ce qu'il possède comme capacité d'accueillir la grâce divine et de l'élever vers le bien. Jésus a tout connu de notre humanité, hormis le fait de succomber au pouvoir du péché. Finalement, les Juifs avaient raison. L'ignorance de qui est le Messie est bien réelle. Mais ce n'est pas comme ils croyaient l'ignorance d'un inconnu, plutôt celle d'un méconnu, ou pire, celle de quelqu'un que l'on croyait connaître. C'est souvent une profonde humiliation de découvrir dans une relation que quelqu'un que l'on croyait connaître se révèle finalement très différent de nos perceptions antérieures. Et cela peut être un danger d'une vie spirituelle et religieuse qui confondent foi et pensée magique, recherche théologique et construction idéologique. Mais cette humiliation de découvrir que je ne le connaissais pas peut aussi être accueillie comme source de renouveau et de vie. Et je pourrais dire alors comme Jacob, Dieu était là et je ne le savais pas. D'espérance en moi, je ne peux le garder pour moi. Si j'ai un petit brin d'espérance en moi, je dois l'annoncer à mes frères. Va, ne crains pas, tu peux libérer la terre de tous ces ghettos. Va, ne crains pas, car Dieu est avec toi. Si j'ai un petit brin d'espérance en moi, je ne peux le garder pour moi. Si j'ai un petit brin d'espérance en moi, je dois l'annoncer à mes frères. Va, fais confiance, et si tu lis sa parole, Dieu te conduira. Va, fais confiance, il ne t'abandonnera pas.
d'espérance en moi, je ne peux le garder pour moi. Si j'ai un petit brin d'espérance en moi, je dois l'annoncer à mes frères. Vas-y aux hommes, à tous ceux que le Seigneur te fait rencontrer. Vas-y aux hommes, qu'ils sont aimés de Dieu. Vous venez d'entendre Si j'ai un petit brin d'espérance de la communauté Réjouis-toi. Vous venez d'entendre le temps de prière, le chapitre 7 de l'Évangile selon Saint Jean, versets 1 à 30, commenté par le Père Le Floch. Et nous sommes toujours en compagnie du Père Olivier Dejoie, ici à Saint-Brévin-les-Pins pour notre tour des clochers. Père, comme il en est notre habitude, on aime bien faire réagir le curé qui nous accueille à l'Évangile de ce jour. Qu'est-ce qui vous inspire, vous, cet Évangile ce matin ? Moi, ce que je sens, c'est vraiment, on approche des grandes luttes de Jésus. La tension se fait de plus en plus palpable. Et pour inciter sur un point, on voit les gens qui posent des questions. C'est toujours beau quand on questionne. Il y a une certaine ouverture. N'est-ce pas lui qu'on cherche à tuer ? Personne ne lui dit rien. Nos chefs auraient-ils vraiment reconnu que c'est lui le Christ ? Et puis, il y a ceux qui affirment de manière tranchante, le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Et en dernier lieu, la réponse de Jésus, celui qui m'a envoyé, lui que vous ne connaissez pas, moi je le connais. Et je trouve que ça ressemble aux attitudes que nous pouvons avoir dans la vie de tous les jours. On peut questionner, et on a le droit, et c'est bon, pour recevoir la réponse. Et puis on peut se retrancher derrière des affirmations, et du coup ne pas reconnaître le Christ, parce que, on a décidé comment il devait être, ce qu'il devait faire. Et c'est ça, en fait, qui crée cette tension qui ne va qu'augmenter, en fait, jusqu'à la condamnation et la mort de Jésus. C'est ça en quelques mots, que je retiens. Merci beaucoup, Père Olivier Dejoie, pour ce regard sur notre évangile de ce vendredi 4 avril. Chers amis auditeurs, auditrices, vous écoutez Radio Fidélité. On va faire une courte pause et on revient en compagnie du Père Olivier Dejoie, l'occasion notamment de se promener avec lui à l'étranger. On partira dans quelques instants au Brésil. Le rendez-vous Fidélité revient juste après ceci. À tout de suite. En direct de Saint-Brévin, c'est le tour des clochers jusqu'à 9h. Je crois en la vie éternelle. La foi guide ma vie. En léguant à l'Église catholique, je témoigne de mon attachement à Jésus-Christ et à la mission de l'Église. Rendez-vous sur jecroisjelègue.catholique.fr ou contactez votre diocèse pour faire un legs. Léguer à l'Église catholique, c'est dire oui à l'espérance, maintenant et toujours. Envie de donner un nouvel élan à votre carrière ? À Nantes, Vivencia est là pour vous accompagner. Bilan de compétences, accompagnement personnalisé. Chez Vivencia, on ne vous demande pas où vous en êtes, mais où vous voulez aller. Nous vous aidons à révéler vos talents et à explorer de nouvelles opportunités. Ensemble, traçons la voie de votre avenir professionnel. Pour un bilan de compétences personnalisé, rendez-vous dès maintenant sur vivencia.fr. N'attendez plus, faites le premier pas. Votre premier entretien est offert. Élevez-vous vers un monde de spiritualité avec la librairie Siloé face à la cathédrale de Nantes. Livres religieux, romans, essais, livres d'art et toute une gamme d'artisanat monastique pour nourrir votre foi au quotidien. Icônes, chapelets, bougies, crèches, confitures d'abbaye. La librairie Siloé vous propose de nombreux livres de spiritualité, de vie de saint, des guides de prière pour votre préparation et votre montée vers Pâques. Véritable lieu d'échange et de transmission, de partage et de détente, la librairie religieuse Siloé vous accueille en plein centre-ville de Nantes, face à la cathédrale. Vous souhaitez diffuser votre publicité à la radio ? Contactez Radio Fidélité au 02 40 69 27 27. Il est 7h25, vous écoutez Radio Fidélité, nous sommes le vendredi 4 avril et nous sommes en tour des clochers. Nous avons posé ce matin en compagnie de Clara Berthe, Charles de Wolbock qui est à la technique et bien évidemment le Père Olivier Dejoie qui nous accompagne ce matin. Et ici à Saint-Brévin, on va essayer d'en savoir un petit peu plus sur ce curé qui a un profil qui par certains aspects, en tout cas jusque-là, n'est pas commun, ça fait partie des profils qu'on n'a pas croisés. Vous avez été aussi, Père, un
j'allais dire un curé voyageur. Alors, je ne sais pas si on peut le dire exactement comme ça, mais bon, vous avez un petit peu parcouru le monde, c'est le moins que l'on puisse dire. Clara, on va s'intéresser un petit peu à une expérience en particulier. Oui, vous nous parlez tout à l'heure de votre expérience au Brésil. Vous avez été curé d'une paroisse en Amazonie qui faisait plus de 7000 km², si je ne me trompe pas. Comment gère-t-on un territoire aussi vaste avec seulement 2 prêtres ? Alors d'abord, moi je suis rentré dans ce qui se faisait. L'évêque nous a bien briefé en nous disant comment ça se passait. Et c'était précieux parce que du coup on est rentré dans une histoire. Et moi j'ai rien inventé. Comment on vit ça ? Alors d'abord c'est parce que, et ça a été pour moi très, très éclairant et formateur je crois, c'est que la communauté n'est pas le prêtre. Et le prêtre est au service des communautés. Et si les communautés ne sont pas dynamiques, il ne se passe rien. Enfin, il ne se passe rien. Dieu n'est pas prisonnier de nos affaires, mais il ne se passe pas grand-chose en tout cas. Et la seule chose qu'on doit faire, ça qui est fatigante, c'est le climat à supporter et les routes qui sont longues. Donc on faisait beaucoup de routes. Parfois 4 heures de route, 5 heures de route. Mais après, on était accueillis par les gens. C'est vrai que c'est un univers assez différent de celui qu'on connaît en France ou en Europe occidentale même, je crois que je peux dire. Oui, il n'y a pas d'équivalent, en tout cas ici, aujourd'hui, sur le territoire qui vous concerne. Il n'y a pas besoin de partir aussi loin, aussi longtemps, dans des conditions parfois pas toujours évidentes pour aller relier des paroissiens du bout du monde, en quelque sorte. Vous avez aussi eu l'occasion de travailler aux côtés du frère dominicain Henri Burin-Desrosiers, connu notamment comme l'avocat des sans-terres. Est-ce que cette collaboration a eu un impact concernant notamment votre vision de la mission ? Alors, le frère Henri était déjà âgé quand je suis arrivé. Il était avocat de la commission pastorale de la terre qui a été fondée par la Conférence nationale des évêques du Brésil, la CNBB. Et nos missions étaient différentes. Ce qui était très touchant, c'est de voir comment les gens l'aimaient, de voir son courage aussi, parce que il était menacé de mort. Et voilà, il ne s'arrêtait pas à ce danger. Que puis-je dire d'autre ? Voilà, surtout qu'il était très aimé et qu'il ne comptait pas sa peine. Voilà. Après, on avait 2 missions, même si son bureau était sur le territoire de la paroisse. Ça n'a pas influencé tant que ça, mais c'est un bel exemple. Et vous évoquiez la forte implication des laïcs au Brésil, tant sur le plan concret que spirituel. Qu'avez-vous, vous, appris de cette expérience que vous souhaiteriez transposer ici ? Alors, je suis prudent, ce que je souhaiterais transposer, en tout cas ce que je trouve inspirant, plutôt, je dirais, c'est cet engagement même au service de la prière. Il y avait sur la paroisse 37 communautés. À mon époque, il y avait 14 communautés dans la ville principale et il y en avait 23 dans la zone rurale, donc très étendue. Et les communautés avaient leur liturgie de la parole. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est précieux. Et quand je disais tout à l'heure que tout n'est pas centré sur le prêtre, c'est une illustration. Alors ça se fait pas sans mal, il y a des difficultés comme partout, mais qu'il y ait un responsable de communauté, qu'il y ait des ministres de la parole, qu'il y ait des ministres extraordinaires de la communion qui vont porter l'Eucharistie, c'est précieux. Et il y avait aussi dans la paroisse, il y avait toujours une église, on l'appelle la matrice, où il y avait la messe tous les dimanches. Et donc un repère fixe. Et les messes de fin de semaine, elles étaient relativement limitées. Ce qui fait qu'on n'était pas non plus pressuré à courir partout. Et on pouvait vraiment aussi avoir une liturgie, une vie de prière dominicale
même s'il y avait beaucoup de messes quand même, mais c'était équilibré à mon sens. Je trouve ce modèle intéressant. Justement, c'est important d'avoir cet équilibre-là, de ne pas être pressuré par le temps, avoir le temps de pouvoir faire tranquillement, entre guillemets, chaque tâche au bon moment. Alors, oui, sûrement. Je ne suis pas forcément la personne la plus organisée du monde. Mais je crois que c'est important qu'on puisse, quand on est avec une communauté, si c'est la communauté de la matrice qui en fait regroupait plein d'autres communautés de la ville, bien qu'on prenne le temps et qu'on n'enchaîne pas une messe après l'autre. Il y a peut-être quelque chose à reprendre de ça. C'est aussi comme ça que vous vous adaptez à ces communautés, c'est en prenant le temps? J'essaye. Mais je crois que le temps est nécessaire. Le pape François l'a suffisamment dit. Hein, le temps est supérieur à l'espace. Et je crois que si on est toujours à courir vers autre chose, on risque de passer à côté. Je vais à présent m'arrêter un petit peu sur votre expérience pastorale. Vous avez mentionné l'importance de donner une grande place à l'écoute et d'honorer la diversité. Cette notion d'écoute, justement, c'est quelque chose qui à vos yeux est... Je ne sais pas si j'allais dire si le mot impératif est le bon, mais en tout cas, quand justement, qu'on arrive, qu'on s'installe dans une nouvelle paroisse, prendre le temps d'écouter, de comprendre le pouls, la vie de cette paroisse, ça fait partie des pierres angulaires à mettre en place? Alors oui, merci de cette remarque, cette question, parce que il me semble que c'est vraiment crucial. Après, ce qui n'est pas toujours évident, c'est que on monte dans un train qui roule déjà à une certaine vitesse et tout d'un coup, il manque quelque chose d'un côté, de l'autre. Il faut essayer de parer au plus pressé. Et donc on est un peu entre le marteau et l'enclume parfois. Donc, il faut tenir compte des deux choses. Mais je pense que l'écoute, nous en avons tous besoin. Moi, le premier, on a besoin d'être écouté sans condition. Et parfois, il faut quand même avancer parce que sinon, le train, il va être en panne. Et ça, c'est pas top. Oui, effectivement, faut arriver à garder le rythme, se mettre à l'unisson et aller de l'avant. 7h33, nous aussi on va aller de l'avant. Vous qui nous écoutez ce matin dans ce tour des clochers ici à Saint-Brévin, je vous propose qu'on regarde doucement mais sûrement les prévisions météo du jour. En direct de Saint-Brévin, c'est le tour des clochers jusqu'à 9h. Et c'est un grand ciel bleu que nous avons ici à Saint-Brévin-les-Pins, un thermomètre qui affiche ce matin les 10 degrés. Il fait 11 à Saint-Nazaire, 11 degrés que l'on partage aussi du côté de Nantes, de Blain, en remontant vers Guéméné ou encore Joué-sur-Erdre. Dans le courant de l'après-midi, l'évolution du temps. Quelques petits nuages vont pouvoir passer ici et là. Le thermomètre, lui, aux alentours des 18 degrés si vous êtes en Nord-Loire, du côté de la presqu'île guérandaise, à Guérande, à Bas-sur-Mer, au Pouliguen, comptez 19 à Pornic, Préfaille et Paimbœuf, 20 degrés pour la métropole nantaise, ainsi qu'en remontant vers Blain, Châteaubriand. Dans le courant de la soirée, on ne sera pas à l'abri de quelques gros nuages dans le ciel. Le thermomètre, lui, devrait redescendre au cœur de la nuit aux alentours des 13 à 14 degrés. Voilà pour la météo de ce vendredi. Jusqu'à 9h, matinale spéciale, le tour des clochers en direct de Saint-Brévin. Et dans notre matinale, nous allons à présent ouvrir progressivement notre conversation. Le Père Olivier Dejoie, bien sûr, reste à nos côtés. Mais à présent, c'est Florence Vieille que je vais accueillir. Bonjour Florence. Bonjour. Merci beaucoup. Rapprochez-vous du micro parce que sinon on ne va pas vous entendre. Il faut que les auditeurs puissent vraiment entendre votre voix. Alors, Florence, est-ce que vous pouvez nous présenter votre mission d'aumônière? Où est-ce que vous exercez? Auprès de quel public? Alors, j'exerce au niveau de Mendin. J'ai une mission qui m'a été proposée il y a 9 ans. Et auparavant, j'étais en paroisse, l'EM. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment s'organise une journée type pour une aumônière? Il n'y en a pas. Ah, mais ça, c'est chouette. Il n'y a pas vraiment d'horaire, si ce n'est les engagements qu'on a de proposer la messe. Donc, en 9 ans, on est resté sur des habitudes.
Le vendredi étant un jour où il y a moins d'animation pour les résidents, parce que les personnes qui sont sur Mendin et vers lesquelles je suis dirigée, on les nomme résidents, puisqu'ils vivent sur place, c'est leur lieu de vie. Donc nous faisons une fois par mois maintenant une proposition de messe avec prêtre. Et puis, tous les 15 jours, nous proposons ce qu'on appelle un moment autour de l'Évangile, parfois avec le corps du Christ. Quand j'ai la chance, avec le Père Olivier, de recevoir des hosties, je les porte à mes frères et à mes sœurs. Autrement, j'ai aussi reçu la mission d'accompagner les personnes dans leurs besoins spirituels. Donc, les services peuvent m'appeler pour que je rencontre des résidents ponctuellement, ou alors avec un engagement une fois par mois. Ce sont des personnes qui ont de multiples handicaps. On peut rencontrer des personnes en situation de handicap de tout genre. Parfois, on peut même se dire que ce sont des personnes ordinaires. Et voilà. Et puis d'autres fois, on comprend que le handicap est fort. On a aussi la proposition des pèlerinages. Donc dans 3 jours, nous partons à Lourdes avec 3 ambassadeurs de Mendin, Pascal, Bérénice et Roger. Et il y a un mois de ça, nous sommes partis sur la journée proposée pour le jubilé à Sainte-Anne-d'Auray, avec un résident, Julien. Et je ne fais pas tout ça seul, j'ai une équipe de bénévoles. Nous avons aussi les sépultures, parce que ça fait partie, la vie et la mort sont aussi sur le site. Donc c'est une mission qui est vaste, qui est belle, et puis parfois qui peut aussi donner de grandes joies, puis aussi quelquefois quelques tristesses tout de même. Et vous nous parlez de toutes les personnes que vous accompagnez. Comment vous adaptez votre approche selon les personnes ? J'ai vraiment dû apprendre à communiquer différemment. De nature, je suis une grande pipelette. Et donc du coup, quand on a des personnes qui parlent pas, d'abord on a une posture différente. On se met à la hauteur de la personne qu'on rencontre. Si elle est en fauteuil, on s'abaisse. On essaye de capter le regard. On apprend. On apprend tout simplement à parler différemment et puis aussi à écouter différemment. Parce qu'il y a des demandes totalement incroyables que j'ai eues en 9 ans. On n'imagine même pas ce qui peut être demandé. Et puis, en fin de compte, Dieu du travail. Je pense réellement que Jésus est avec nous tous les jours sur Mendin. Et les soignants, je les admire énormément. Donc je prends aussi exemple sur eux et leur posture. Puis en parallèle, on est formé, bien sûr. Oui, j'imagine que c'est important. Et on est accompagné, parce qu'un chrétien seul est un chrétien en danger. Donc hors de question d'être seul. Une fois par mois, on a une relecture avec d'autres aumôniers, plutôt pour ce qui est de l'accompagnement psychiatrique. Parce que la psychiatrie aussi entre en jeu sur Mendin. Donc du coup, on a un accompagnement une fois par mois. On se rencontre et on explique un petit peu nos difficultés ou nos joies et on partage. Et on a Pierre Falala qui nous accompagne et qui nous aiguille. Père Olivier, il y a quelques années, je me souviens d'une interview que j'avais eue avec l'un des responsables de l'OCH qui me disait que dans certains cas de figure, l'amour que peuvent porter certaines personnes handicapées, notamment au Christ, est sans limite, pur, assez au fond naturel. C'est, j'imagine, un regard totalement différent qui peut être porté sur la religion, loin pour le coup de certaines pensées, petit esprit que l'on peut avoir nous au quotidien. C'est sûr que Jésus a été proche des pauvres. Et d'ailleurs, c'est un des signes qu'il donne quand il déroule le livre d'Isaïe dans la synagogue, qui dit cette parole, c'est aujourd'hui qu'elle s'accomplit. Les boiteux marchent, les aveugles voient. Alors, là, il ne s'agit pas de faire des miracles, mais en même temps, je dirais qu'il y a quand même des miracles
d'avoir des personnes qui soient si attentives et si dédiées et dévouées aux personnes en situation de handicap. Donc voilà ce que je peux dire, et je crois que c'est vrai qu'il y a quelque chose de très, très évangélique. Florence, pour vous, est-ce que l'aumônerie est différente d'autres formes d'accompagnement ? Est-ce que vous vivez cette mission d'une manière totalement différente de celle que vous pourriez vivre si vous demain vous accompagnez des jeunes enfants, par exemple, dans du catéchisme ? Alors je dirais que j'ai fait le parcours à l'envers, puisque j'ai commencé par l'éveil à la foi, par accompagner le catéchisme, donc avec un bon bagage, parce qu'on est obligé de se former tous les ans et on se nourrit et on a une forme de langage bien appropriée, mais adapté aux enfants. Et en fin de compte, je me suis enrichie. Ces 9 dernières années, j'ai appris à communiquer autrement et j'ai reçu énormément, voire plus. Par exemple, une célébration, une messe avec des personnes en situation de handicap, comme vous le dites, c'est riche. C'est déplaçant parce que il n'y a absolument aucune possibilité que chaque messe soit la même. Les résidents ont chacun un apport particulier et il peut y avoir beaucoup de bruit, beaucoup d'agitation, énormément de calme. Et ce qui est commun à toutes les célébrations, c'est le moment où ils reçoivent le corps du Christ. C'est vraiment depuis 9 ans le moment qui pour moi est le plus important. C'est impressionnant de voir la nourriture que ça leur apporte. C'est vraiment nourriture pour eux. Le corps du Christ, c'est... Parfois, je vais à la messe, ordinairement, et j'ai presque l'impression qu'on n'a pas l'attention qu'ils apportent au corps du Christ. Tous ensemble, dans une célébration, on va avoir envie de se regarder les uns les autres. Peut-être on a quelque chose à se dire avant ou après. Eux, ils sont là, présents au moment. Ils n'ont pas de filtre, mais ils sont présents au moment. Ils sont présents au Christ. Voilà, c'est vraiment ça la richesse de l'Eucharistie, avec des personnes qui sont différentes en effet, mais qui reçoivent Dieu. J'imagine, et j'en resterai là, que c'est une expérience à la fois hors du commun, oui, unique, qui marque aussi. Le jour où vous arrêterez, vous emporterez un bout avec vous. Profondément. Profondément, ça transforme. Ça transforme et ça apprend aussi à recevoir les silences. Les silences sont habités avec une personne qui ne parle pas. Et on sent la présence de Dieu. Enfin, c'est un peu ce que je ressens. Voilà. Il y a de la place pour exister. Oui, toute sa place. Merci beaucoup, Florence. Alors nous, les silences en radio, forcément, c'est pas notre univers. Au contraire, on essaie de les éviter autant que possible. On va se tourner à présent vers vous, Bénédicte Bernardac. Bonjour, Bénédicte. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin sur les ondes de Radio Fidélité. Bénédicte, vous vous occupez de la pastorale des collégiens. Est-ce que vous pouvez raconter à nos auditeurs ce matin comment s'organise cette pastorale ? Combien de jeunes y participent ? Alors donc, il s'agit d'une pastorale interparoissiale, donc sur nos 2 paroisses. Il y a environ 25 jeunes inscrits à l'année, mais c'est vrai que par rapport à un parcours pour des sacrements qui nécessitent un engagement, nous c'est une proposition. Donc les jeunes s'inscrivent à l'année. Il y a une rencontre environ une fois par mois. Et finalement, nous avons entre 15 et 20 jeunes chaque mois. Ils ne sont pas obligés de s'inscrire à chaque activité selon leurs souhaits ou leurs obligations. Ça se passe en général le samedi de 17 à 21h à la salle interparoissiale de Saint-Père-en-Ré. Donc c'est vrai qu'on bénéficie aussi de locaux très accueillants et très adaptés, ce qui facilite les rencontres. Peut-être une rencontre type. Donc, on démarre... Oui, pardon. Et au niveau des accompagnants, nous sommes donc 4 adultes, accompagnés d'un prêtre, pas systématiquement le même, mais en tout cas d'un prêtre la plupart du temps, et de 2 jeunes lycéennes. C'est quelque chose qui est organisé comme ça depuis les 3 dernières années. On tient beaucoup en fait à la présence de ce qu'on appelle les grands jeunes. Ça nous permet de faciliter le lien avec les plus jeunes. Et puis, voilà, elles n'ont pas les mêmes compétences que les adultes, finalement. Donc, c'est très riche. Ah, il n'y a pas de grands jeunes ?
Il y a un moment où on arrête. Voilà, on va dire qu'on est plutôt adulte que grand jeune. Vous parliez de faciliter le lien. Comment on aide à approfondir la foi à cet âge-là qui est parfois difficile à l'adolescence ? Alors je dirais que on couple finalement des activités assez ludiques par rapport de la même manière à des parcours de préparation au sacrement. Donc on a toujours, alors je vais reprendre justement le déroulé, on démarre par un temps spirituel qui maintenant se fait sous forme d'une lectio divina. Donc les textes ont été choisis en début d'année avec le prêtre. Et voilà, il s'agit d'une lecture, on va dire, un peu approfondie avec des temps de silence et d'intériorisation. Donc on essaye quand même de démarrer par ce temps spirituel pour poser un peu les choses et voilà, calmer un petit peu tout le monde. Ensuite, il y a une activité, alors qui peut être de tout ordre. En général, il y a un grand jeu qui est organisé justement par nos grands jeunes. Il peut y avoir un atelier cuisine avec des ventes de gâteaux. Il peut y avoir un service. Il peut y avoir une rencontre, soit des témoignages, soit on a fait plusieurs années des jeux partagés justement avec aussi des personnes en situation de handicap. Parce qu'il y a un foyer à Saint-Père très proche, donc ça facilite. Il y a en général un ciné-débat une fois par an, une raclette. Voilà, je pense que j'ai... Les jeunes d'aujourd'hui sont quand même des jeunes très connectés. Est-ce qu'on arrive à trouver une place pour le numérique dans la pastorale ? Est-ce qu'il faut intégrer, quoi qu'il arrive, cet outil ? Ou est-ce qu'au contraire, c'est un moment où on le met de côté, on le laisse et on vit différemment ? Alors, c'est une très bonne question. En tout cas, moi, je me la suis finalement jamais posée. Ils viennent... Je ne sais pas s'ils viennent avec leur portable ou pas. En tout cas, on ne les voit pas. Donc, ça semble pas être un problème. Cela dit, on va dire qu'on a quand même une part de numérique, puisque dans la séance aussi, on s'appuie sur des ressources qui est le parcours Alpha Jeune. Donc, c'est des émissions d'origine américaine, donc quand même très, très facile à regarder, qui durent environ 20 minutes. Et je pense que ce temps, quand même, avec un écran au milieu de la séance, peut-être, et finalement, leur suffit. On leur posera la question. Voilà. Et puis il y a toujours un repas partagé. Donc voilà, l'alternance, je pense, de choses très ludiques et de temps un peu plus spirituel, avec un temps de prière bien sûr à la fin. Voilà, permet de petit à petit partager quand même des moments des moments spirituels avec eux. Et puis chaque année, on termine par un temps fort, un pèlerinage, un temps fort qui au début n'était peut-être pas un pèlerinage et qui de plus en plus est devenu un pèlerinage. Où là, c'est quand même beaucoup plus spirituel. Alors, ça arrive en fin d'année, donc ils ont peut-être eu le temps de s'habituer aux organisations. Et qui est aussi, en général, sans portable. Il n'y a pas de demande de leur part. Voilà. Et comment on crée un espace où les jeunes ils se sentent plus libres de s'exprimer, d'exprimer leurs doutes ou leurs questions sur la foi ? Eh bien, ça, c'est... alors, je ne sais pas comment on fait. Mais ça se fait, et c'est vrai que quand on les a interrogés, on les interroge souvent en fin d'année sur un petit bilan, sur ce qu'ils ont pensé. Et ce qui ressort, en général, ils nous disent, on n'est pas avec des copains, mais on est bien parce qu'on peut parler de choses dont on ne parle pas ailleurs, et où on se sent libre de parler de choses dont on ne parle pas ailleurs. Alors je ne sais pas comment on crée cet univers, mais c'est vraiment quelque chose qui ressort. Et quels sont les thèmes ou les questions qui préoccupent le plus les collégiens que vous accompagnez ? Alors, je ne saurais pas forcément répondre à cette question, parce que ça ne ressort pas comme ça, étant donné que c'est quand même très ludique, très animé. Alors, peut-être que ça ressort plus pendant les pèlerinages, mais pour ma part, je n'ai pas participé au pèlerinage. En fait, on s'est partagé dans les équipes. Donc, je ne sais pas si pendant les week-ends, il y a des questions plus approfondies qui sortent. Je ne saurais pas répondre à cette question. Et par curiosité, est-ce que les parents, d'une certaine façon, ont leur place ? Est-ce qu'il faut les associer ? Est-ce qu'il faut les associer de loin ? Est-ce que c'est important, à l'inverse, de considérer que c'est un territoire qui se fait sans parents à ce moment-là ? Comment ça se passe ? Alors, je dirais que ça s'est fait aussi très librement. Il y a les deux. En fait, je pense qu'il y a une ouverture si les parents souhaitent s'impliquer. Par exemple,
je sais pas, l'atelier pâtisserie, je pense qu'on avait demandé si certains parents étaient disponibles pour nous aider, ou lorsqu'il y a la vente de gâteaux, c'est à la fin d'une messe, donc on demande aux familles, les familles qui sont disponibles pour venir. Lors du pèlerinage cette année au Mont-Saint-Michel, il y a une maman qui a accompagné pour faciliter l'organisation, qui n'était pas dans l'organisation de la Pasto. Donc j'allais dire que c'est très libre, et donc il y a des parents de jeunes de temps en temps, pas tout le temps. Voilà, ça se fait très simplement. Et j'imagine que typiquement, quand ils vivent un moment comme aller ensemble au Mont-Saint-Michel, ça fait partie des moments qui doivent rester. Ils vous en reparlent après coup en vous disant ça c'était vraiment chouette. On a adoré partager ce moment tous ensemble. Alors là, c'était le week-end dernier, donc on ne les a pas encore revus. On a, cela dit, des retours quand même par SMS ou mail. Alors ce qui est certain, c'est qu'ils vivent des choses très fortes à chaque fois. Je pense que tout le monde en ressort grandi. Alors comme je vous dis, moi, j'y ai pas participé, mais mon mari y participait. Et vraiment... les autres années, je pense que c'était pareil, mais là, comme c'est tout frais, ils sont vraiment revenus très, 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 très heureux de ce week-end, avec des vraies grâces, je pense, qui se passent. Et toujours effectivement, cette notion de bienveillance. Je pense que les jeunes, ils sont bien, même s'ils sont différents, c'est vrai qu'ils partagent en général, ils sont dans les mêmes collèges, donc c'est peut-être pas toujours facile pour eux de se retrouver avec des gens qu'on apprécie plus ou moins, certainement, mais c'est visiblement pas du tout quelque chose qui ressort dans l'organisation. Il n'y a pas vraiment de difficulté. Ok, s'il y a des parents ce matin qui à l'écoute, ou des grands-parents qui se disent ça pourrait être chouette, j'ai mon enfant, mes petits-enfants qui sont sur le territoire, comment on fait pour venir à votre rencontre ? Eh bien, il y a toutes les communications habituelles, le site internet, le téléphone de la responsable. Voilà, je pense que c'est vrai. Si on le souhaite, je pense que c'est très facile de prendre contact. Il faut juste oser prendre son téléphone ou mettre un message, et ça se fera très simplement. Allez, par défaut, moi je les route vers le centre paroissial ici à Saint-Brévin-les-Pins, où le Tour des Clochers a posé ses micros à l'occasion de cette nouvelle étape, l'avant-dernière de cette saison radiophonique. On va se retrouver dans quelques instants, toujours en compagnie du Père Olivier de Joie et puis bien évidemment d'autres paroissiens. Vous ne bougez pas, chers amis auditeurs, auditrices. Dans quelques instants, c'est Tanguy Bertrand qui va venir nous parler de son mot de la semaine. On revient juste après ceci. À tout de suite. En direct de Saint-Brévin, c'est le Tour des Clochers jusqu'à 9h. Et dans notre Tour des Clochers, il est l'heure à présent d'accueillir un nouvel invité, un invité un petit peu particulier. C'est Tanguy qui vient de nous rejoindre pour notre chronique des mots pour le dire. Bonjour Tanguy. Bonjour Simon, je suis ravi de me retrouver avec vous ce matin, et bonjour à tous, bien sûr. Une question pour commencer cette chronique. Êtes-vous, Simon, un catholique à gros grains ? Bon, c'est quoi ça encore ? Bon, inutile de vous creuser les méninges, je connais déjà la réponse. Vous ne l'êtes évidemment pas, vous comprendrez tout à l'heure. Mais je dois vous avouer que je vous l'ai posé uniquement pour lancer cette chronique. Eh bien, ça commence fort, Tanguy. Alors, si vous voulez que je comprenne quelque chose à votre question, il faudrait déjà que vous m'expliquiez ce matin ce qu'on appelle un catholique à gros grains. Alors, c'est ce que j'allais justement vous proposer. Un catholique à gros grains, oui, c'est étonnant comme expression, c'est, je reprends les termes de Furetière, un homme peu scrupuleux qui n'observe pas les préceptes de la religion. Vous voyez bien, Simon, que ça ne pouvait pas vous concerner. J'avoue en tout cas que c'est la première fois que j'entends, Tanguy, cette expression. C'est quoi le lien entre ces préceptes et les gros grains? Alors, le mauvais catholique, je mets ça entre guillemets, est, je continue la citation de Furetière, un homme peu dévot qui ne va à l'église que par manière d'acquis et qui expédie, c'est là que c'est intéressant, et qui expédie son chapelet et n'en dit que les gros grains. Ah oui, je vois, les gros grains sont les grains, en fait, du chapelet. Tout à fait. Ces grains, petits ou gros, enfilés en une sorte de collier, constituent ce qu'on appelle, vous l'avez dit, un chapelet. 5 dizaines de petits grains, les avés, séparés par un gros grain, le pater. Je crois que je commence à comprendre le sens un petit peu métaphorique de votre expression. Alors, égrener son chapelet, c'est bien, effectivement, réciter ses prières en les comptant grâce à la succession des grains. Et le mauvais catholique ne s'arrête qu'aux gros grains et expédie ainsi ce qu'on pourrait appeler, si vous me permettez d'être un peu pédant,
ses obligations précatives. Précative. Oui, je suis désolé de l'être aussi pédant. Oui, précatif, c'est relatif à la prière. Alors, ok, j'imagine, Tanguy, ça vous laisse sans voix, oui, précatif, mais je l'intègre dans mon vocabulaire. Le chapelet, lui, il a une origine lointaine? Alors, si vous parlez du mot lui-même, il remonte au XIIIe siècle. Mais jusqu'au XIIe siècle, on parlait de patenôtre, au pluriel, ça a son importance, pour désigner un chapelet. Patenôtre au singulier avait le sens de prière, ce qui est assez logique. Patenôtre vient, je suppose, de pater noster. Absolument, de la jonction de pater et de noster. Puisqu'on est justement sur l'étymologie, Tanguy, quelle est celle de chapelet? Eh bien, il vient du mot chapelle. Chapelle, c'est H-A-P-E-L, pas de L, bien sûr. Chapelle avec le sens de chapeau ou de couronne. Le vieux verbe chapeler signifiait au départ, tresser une couronne de roses, désignée très vite sous le nom de chapelet, une couronne que l'on offrait à la Vierge et dont chaque rose faisait l'objet d'une prière. Par métonymie, le chapelet est devenu ce collier que nous connaissons, composé de grains, est destiné précisément à la prière. Eh bien, vous voyez, tout bon catholique que je suis, j'ignorais totalement cette origine. Une question d'ailleurs qui va peut-être vous paraître idiote ce matin, mais vous avez... Vous ne posez jamais de questions c'est gentil, c'est gentil. Il me flatte. Vous évoquez le verbe chapeler. Le mot chapelure, est-ce qu'il aurait à tout hasard un sens un petit peu commun? Il y a une origine? Chapelure vient bien du verbe chapeler, c'est vrai, mais dans une toute autre acception. Chapeler signifiait autrefois aussi couper la croûte du pain. Vous voyez, c'est beaucoup moins poétique que la couronne de roses. C'est sûr. Alors, pour terminer, j'aimerais vous lire un court extrait des 3 messes basses de Daudet. Et je trouve que le héros de cette histoire est l'illustration parfaite de notre expression. Alors, je resitue le passage. À Noël, le révérend Dom Balaguer doit célébrer la messe de minuit, mais il songe beaucoup moins à l'office qu'au repas de fête qui le suivra. Je cite Daudet. C'est la 3e messe qui commence. Vite, encore plus vite. De tentation en tentation, il commence à sauter un verset, puis 2, puis l'épître est trop longue. Il ne la finit pas, effleure l'évangile, passe devant le credo sans entrer, saute le pater, salue de loin la préface, et par bond et par élan, se précipite dans la damnation éternelle. Un révérend à gros grains en quelque sorte. Tout à fait, mais vous voyez ce qui va lui arriver, Simon. Il sera damné pour l'éternité, ça n'est pas rien. Oui, alors moi qui suis un petit peu gourmand, je me dis c'est peut-être un petit peu lourd, non, pour un péché de gourmandise? Oui, si ça n'était que de la gourmandise, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même autre chose. Bon, en attendant, Tanguy, vous revenez la semaine prochaine? Avec joie, puisque vous m'y invitez. Merci beaucoup, Tanguy. Il est 8h. Matinale spéciale, le tour des clochers en direct de Saint-Brévin. Clara Bert, Simon Marty. Il est 8h sur Radio Fidélité et nous poursuivons notre émission en direct de Saint-Brévin-les-Pins, Simon. Et après avoir découvert la richesse de la vie paroissiale qu'on va d'ailleurs continuer à explorer, nous aurons tout à l'heure au micro notamment la première adjointe au maire de Saint-Brévin-les-Pins qui viendra nous parler de la commune. Mais avant cela, Clara, on ne perd pas nos bonnes habitudes. Et à tout juste 8h passées de 40 secondes, nous allons regarder la météo qui fait actuellement sur le département de la Loire-Atlantique. Je peux vous dire qu'on a quelques petits nuages dans le ciel qui sont en train de s'inviter ici à Saint-Brévin, mais c'est un ciel lumineux qui nous accueille pour ce vendredi 4 avril. L'évolution de la météo, notamment dans le courant de la journée, eh bien dans l'ensemble, on sera toujours avec un ciel dans l'ensemble plutôt dégagé. Un thermomètre de 11 degrés sur le sud de la Loire, sur la côte, comptez plutôt 12 si vous êtes sur la presqu'île guérandaise, ça sera quasiment notre maximal de la matinée. Il fait 11 degrés si vous êtes à Châteaubriand, du côté de Blain ou à Nantes. L'évolution dans le courant de l'après-midi, eh bien le thermomètre sera plutôt fort agréable avec 18 degrés
degrés à Saint-Nazaire, comptez plutôt 19 du côté de Préfaille, Paimboeuf, 20 degrés pour Blain, 21 sur Nantes. Voilà pour les prévisions météo de ce vendredi 4 avril. Et je vous propose que l'on poursuive notre découverte de cette paroisse. Nous allons à présent nous tourner vers vous, Marie-Christine Laurent. Bonjour Marie-Christine. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur les ondes de Radio Fidélité ce matin. Pour vous, Marie-Christine, vous représentez un petit peu la fraternité. Quel est son but? Quelle est cette mission? Alors, la fraternité accompagne des personnes qui demandent à recevoir un sacrement. Donc, notre fraternité fait partie d'un ensemble. On n'est pas isolé, bien sûr, et le Père en lien avec le Père Olivier. Mais nous avons donc 3 personnes adultes qui vont recevoir le sacrement du baptême à la veillée pascale. Et 3 autres qui se préparent à recevoir le sacrement de confirmation. Donc, nous vivons ensemble 2 heures en général, une fois par mois. Et nous échangeons à partir, bien sûr, de la parole et de leurs propres questions aussi. Et quelles sont les valeurs que vous cherchez à véhiculer, à cultiver au sein de ce groupe? C'est certain, la confiance, faire en sorte que les personnes se sentent aimées. Pour moi, c'est très important quand on est face à un chrétien de se sentir aimé et non pas jugé. Donc, c'est ce qui circule. Pour moi, ce qui a toujours été le plus important comme phrase un peu dans ma tête, c'est « On verra que vous êtes chrétien, la façon dont vous vous aimerez les uns les autres ». Donc, nous sommes là dans l'écoute, dans le partage, dans le témoignage aussi. Père Olivier, j'imagine que pour vous, ça doit être une force, en tout cas un atout, de pouvoir voir un petit peu le groupe nourrir, approfondir la foi et permettre à certains de rejoindre la communauté. Et à l'instant, Marie-Christine parlait d'amour. C'est important que la communauté ouvre grand les bras pour accueillir ces nouveaux camarades. Oui, en fait, donc il y a 2 fraternités sur les paroisses. Et en fait, le but, c'est de créer un lieu, je dirais, un peu maternel pour des gens qui s'adressent à l'Église, qui ont tous un petit peu peur, en fait, de ce qu'ils vont trouver, et qui, effectivement, comme le disait Marie-Christine, ont vraiment besoin de parler. Ça me frappe beaucoup sur l'autre fraternité dans laquelle je suis. C'est un besoin de parler et d'être écouté, donc. Ça, c'est très prégnant, c'est très fort. Et effectivement, je pense que c'est quelque chose de très beau. Enfin, moi, je pense qu'on en revient tous le cœur un peu dilaté de voir ces gens qui cherchent le Christ et qui passent par l'Église et qui font quand même un gros dépassement parce que souvent, ils répètent « nous, on ne sait rien ». J'entends ça très souvent, une espèce de gêne du fait de ne pas savoir. Et donc, ce milieu de la fraternité, c'est un peu aussi un sas dont ils ont besoin pour pouvoir, bien sûr, intégrer la communauté paroissiale ou les communautés paroissiales. Donc, et de fait, on leur dit qu'ils y restent le temps qu'ils veulent. Donc, même après leur baptême, sur une des fraternités, il y a un monsieur qui est confirmé et qui reste, et qui est heureux de rester. C'est peut-être, au fond, la preuve de l'amour que vous évoquiez qui est transmis et qui reste. Comment, néanmoins, Marie-Christine, on fait pour aller à la rencontre de quelqu'un qui fait ce pas de venir vers vous? Ça ne doit pas forcément être toujours évident dans les premiers moments de partage, quand il faut créer justement cette dualité, cette relation qui va se construire progressivement. Moi, j'aimais beaucoup la phrase qui disait « Il faut savoir retirer ses sandales pour aller sur le terrain de l'autre ». Donc, il faut avoir de l'humilité, oui, écouter. Et je pense aussi que ils voient aussi qu'on reçoit quelque chose d'eux.
et qu'on peut être ému aussi parce qu'ils nous transmettent. C'est un vrai échange. Et j'ai croisé une fois un SDF qui me disait j'ai eu peur parce qu'on m'a dit 2 ans de formation. Et moi, je lui ai dit c'est pas 2 ans de formation, c'est 2 ans d'amitié fraternelle et plus. Il y a un moment pour vous qui a été le plus marquant dans la vie de votre fraternité ? Écoutez, finalement, me revient la célébration du scrutin de dimanche dernier à Saint-Brévin. J'étais en avance et j'ai lu le témoignage des 3 catéchumènes, Christophe, Lucie et Marine, dans l'Essentiel, dans notre petit journal paroissial. Et en fait, j'avais entendu tout ce qu'ils disaient. Mais de le lire, j'ai eu une grande émotion. Et en plus, j'avais pas de Kleenex, donc Marine était arrivée et donc je lui ai dit, elle a vu et je lui ai dit pourquoi. Et je pense que oui, parfois, on est enrichi, comme disait Florence, on est touché et on sent la présence de Dieu. Le Christ était là avant nous. Donc, il y a de l'humilité dans l'accompagnement et on se sent plus fort, comme la communauté va se sentir plus forte d'avoir la présence de ces 3 personnes parmi nous. Vous sentez une forme de peur justement face aux années qu'évoquait tout à l'heure justement ce SDF, le fait de se dire que c'est pas un choix qui nous engage sur 15 jours, sur 2 mois, non, ça se fait dans le temps, ça se construit et ça va prendre quoi qu'il arrive du temps. Moi, je pense que c'est ce qui est important finalement, c'est le jour où ils ouvrent la porte. Parce qu'au scrutin aussi, à la messe, il y a la personne qui les avait accueillis, qui est venue leur dire bonjour. Et ils m'ont dit ah oui, c'est la personne qui vraiment la première personne qu'on a vue dans la paroisse. Et ça, c'est essentiel, le tout premier moment. J'imagine que forcément, ça fait des souvenirs qui après restent et doivent marquer les uns et les autres, tant eux d'ailleurs que vous au quotidien. Oui, c'est ça. Ouais. On marche pas à pas. Le parcours, en fait, que ce soit chez les collégiens ou chez les adultes, c'est le chemin d'Emmaüs qu'on fait. Donc, Jésus leur dit « Qu'est-ce qui vous arrive ?» Donc, on part de leurs questions et puis on marche, chemin faisant, on avance, on a des étapes et la fin, on célèbre. Donc, voilà. Et est-ce que ce parcours, cette avance après, c'est ce qui se retrouve dans vos colonnes, les colonnes de l'Essentiel? Ça me permet de faire la transition vers vous, Michel Dominique. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Peut-être pour commencer, parce que alors moi je l'ai eu entre les mains, l'Essentiel, le père Olivier Dejoie, je crois que c'est vous tout à l'heure, ou peut-être que je me méprends, c'est une des autres intervenants qui disait on n'est pas juste sur une feuille de chou, on est littéralement sur un petit magazine qui, très honnêtement, en tant que journaliste, je le trouve très bien construit. Comment vous présentez ce magazine qui s'appelle Essentiel? Alors c'est #Essentiel. Comment on le présente? En fait, c'est un recueil de témoignages. Parce que lorsque nous allons rencontrer des personnes que parfois, en fait, comme c'est sur 2 paroisses, on ne connaît pas tout le monde, loin de là. Et souvent, nous allons rencontrer des gens que nous ne connaissons pas, que nous n'avons jamais rencontrés. Ils nous ouvrent leurs portes pour parler de leur expérience. Et on est toujours très... Enfin, on en ressort toujours émerveillé et admiratif de la confiance et de ce que ces personnes-là peuvent dire. Parce que, bon, si je vous interroge, vous, en tant que journaliste à Radio Fidélité, je ne vais pas vous demander, boulot, ce que vous faites, comment vous organisez vos journées et tout, mais ce que vous vivez à travers les interventions, enfin à travers vos questions et les témoignages que vous recevez, comment parfois vous pouvez être impacté et ressortir en disant « Waouh !» Bon, et nous, c'est un peu dans ce style-là. La revue ne raconte pas... D'ailleurs, nous n'écrivons rien. En fait, nous n'écrivons rien dans la revue.
si vous regardez bien, il n'y a qu'une fois où je me suis permis une colonne sur 36 numéros. En fait, non, c'est les personnes qui témoignent dans nos paroisses. Et je crois que c'est dans toutes les paroisses comme ça. J'ai toujours eu cette intuition qu'il y a des centaines de personnes, et je dis bien des centaines de personnes, qui sont capables de témoigner de choses, d'expériences spirituelles fortes qu'ils ont vécues. Et on a tendance parfois à faire venir un grand témoin pour parler parce que, tout le monde le connaît, ok, c'est intéressant parce que il y a des gens qui peuvent venir à cette occasion-là, mais dans nos paroisses, il y a une foule de gens qui ont des témoignages. On en ressort toujours, nous on en est toujours ressortis émerveillés. Et comment on choisit les sujets à traiter parmi cette foule de gens ? Y a-t-il une ligne éditoriale particulière ? Pourquoi un témoignage et pas un autre ? Alors, je dirais qu'en fait, on ne sait pas. Et on est souvent émerveillés nous-mêmes du résultat et on ne sait pas pourquoi c'est comme ça. Et je pense que, on est guidé, il n'y a pas trop de soucis. Je pense que c'est comme ça, Oui, parce que même le thème, même si, avec le curé, avec le père Olivier maintenant, et avec son prédécesseur, on choisit un thème, mais en fait, la rencontre de 3 ou 4 personnes qui vont nous exprimer leur témoignage par rapport à ce sujet qu'on a décidé, en fait, font souvent dévier, et à la fin, lorsqu'on relit tout ça, on s'est dit non, finalement, le thème, c'est pas ça, on change. En fait, 3 fois sur 4, on change le thème, après, on est obligé de refaire un titre et trouver une photo, mais ça correspond pas forcément, parce que on sent qu'il y a une ligne, on se sent appuyé, on se sent dirigé, en fait, et à nous de recueillir simplement ces témoignages, quoi. Et vous avez des retours de vos lecteurs ? Il y a des moments qui sont particulièrement appréciés, on vous dit ça c'était vraiment chouette, ou à l'inverse, moi par exemple je peux vous dire, et on va être tout à fait transparent, on nous appelle souvent à la radio, le téléphone sonne très régulièrement, mais dans 90% des cas c'est pour nous dire tout ce qui ne va pas, c'est plus rarement pour nous dire ça c'était fantastique, ça c'est voilà, mais le plus souvent quand les gens appellent c'est plutôt pour râler. Est-ce que vous, les courriers des lecteurs, ils sont dithyrambiques en disant mais c'est formidable ce que vous faites, ou est-ce que vous aussi vous avez droit à votre petit lot parfois de gentils râleurs qu'on aime bien? Je crois qu'on est sur un petit bateau bien sympa. Et puis on vient d'avoir un retour de Marie-Christine là tout de suite, qu'on ne connaissait pas. En fait, tu nous apprends en lisant les témoignages des catéchumènes. Bon, voilà, c'est ce genre de retour en fait, parce que quand on fait en vérité, et les gens, les personnes qu'on interroge en règle générale nous ouvrent leur cœur avec une confiance et leur témoignage va bien au-delà de ce qu'on peut écrire. Parce que souvent, des gens qu'on ne connaît pas nous confient des choses qu'ils n'ont jamais confiées à personne. Et ça, c'est pas nous, ça. Hein, on sent bien qu'il y a quelqu'un d'autre qui intervient entre nous et la personne, c'est évident. Je me doute. Et puis, il y a quand même, malgré tout, entre vos mains, alors je ne veux pas sacraliser la chose, mais il y a quand même une sacrée forme de responsabilité quand, comme vous le dites, quelqu'un vous confie quelque chose qu'il n'a jamais osé confier et qu'il va falloir arriver à le coucher sur le papier et faire honneur au fond d'une certaine façon à ce qui a été transmis. Alors le coucher sur le papier, c'est pas un problème pour nous, mais après on tient à ce que la personne, on envoie à la personne ce qu'on a écrit et elle a toutes les corrections possibles. Mais je dois dire qu'il ne corrige pas souvent. Il y a très peu qui corrigent. Et on est émerveillé par ces témoignages qui sont un peu comme des confidences et que les gens, après, ils n'ont pas envie de biffer. Et ils savent que c'est 1200 exemplaires quand même. Ouais. Et ça, on ne s'explique pas pourquoi. Alors ce hashtag essentiel, comment vous le voyez évoluer ? Est-ce qu'aujourd'hui, il a atteint sa maturité ? Est-ce que vous êtes très heureux avec ce joli jouet, si vous me permettez, voilà, je le dis avec beaucoup d'affection pour le coup. C'est tous la radio est en partie
mon bébé avec les autres membres de l'équipe. Je pense que c'est un petit peu la même chose au fond pour vous. Est-ce que vous avez envie de le voir grandir dans son tirage? Est-ce qu'on pourrait imaginer d'autres évolutions, ou est-ce qu'on en reste là en se disant finalement c'est très bien comme c'est aujourd'hui? Je ne sais pas. D'abord, il y a une question de temps aussi, parce que il faut avoir un peu de temps. Ça prend combien de temps, justement? J'ouvre une parenthèse dans ma question. Ça prend combien de temps? Oui. Je sais pas. Non, c'est plusieurs jours de travail cumulés. Oui, c'est ça. Oui, si on cumule les heures. En même temps, alors oui, c'est vrai que ça peut être un lourd travail, mais. En fait, c'est un plaisir. Hein. Oui, voilà. Moi, j'ai toujours dit que le jour où on aura plus de contraintes que de joie à le faire, faut arrêter, parce que il y a besoin d'avoir de la joie. Enfin, il y a besoin pour aller rencontrer ces gens-là. On peut pas le faire par contrainte. Non, c'est parce qu'on se sent appelé à le faire, et puis parce que on a de la joie à le faire, et ça, je pense que ça se transparaît dans les rencontres qu'on peut avoir. Alors après, il faudrait qu'on ait des retours pour que les gens disent « Oh, on en a un peu marre de la formule » ou je sais pas, ça. Pourquoi pas? À vrai dire, on a répondu à un appel qui a été fait par le père Sébastien dans l'église. Voilà, on va faire une revue, s'il y a des gens qui savent écrire ou prendre des photos, qui se fassent connaître. Et nous, on sortait d'un travail associatif important, qui était un travail salarié. Et on se disait « Ah oui, on pourrait faire ça ». Donc on était allé se présenter, mais on pensait qu'on était au moins une dizaine. Et on était 2. Et le père Sébastien a dit, mais c'est pas grave, on le fait quand même. Et on s'est engagé sans trop savoir ce qui nous attendait, à vrai dire. Père Olivier, quand vous voyez le résultat pour vous avez eu différentes paroisses, est-ce qu'avoir un support comme celui-là, c'est une force supplémentaire? Ça participe justement pleinement à la vie de la paroisse? En tout cas, c'est un beau témoignage. Moi, pour être aussi tout à fait transparent, je m'étais toujours dit jamais je rentrerai dans ces trucs-là, c'est trop de boulot. Je me sens complètement incompétent. Et puis, c'est pareil, on rentre dans une paroisse et on monte dans le train. Et en fait, j'ai lu quelques numéros des années passées. Et c'est vrai que je suis assez ébloui. Je trouve c'est un bel outil de véritable communication, c'est-à-dire de mettre en commun des choses. Après, c'est un vrai travail, mais voilà, je peux pas dire plus. Mais... Merci beaucoup à tous les deux pour ce regard. 8h18 sur les ondes de Radio Fidélité. Nous sommes toujours en tour des clochers à Saint-Brévin-les-Pins. Dans moins de 10 minutes, nous allons quitter la douceur de Saint-Brévin pour une autre douceur, en tout cas je l'espère, celle du Vatican, où le journal de Radio Vatican va nous attendre. Mais avant cela, c'est Véronique Matteau que nous allons à présent rejoindre pour nous pencher un petit peu sur l'histoire, Clara. Oui, nous accueillons maintenant notre historienne qui va nous raconter l'histoire, comme vous le disiez, Simon. Bonjour. Bonjour. Saint-Brévin présente une particularité avec son double visage, un secteur de vie permanente et à la fois un secteur balnéaire. Comment cette dualité s'est construite historiquement ? Alors historiquement, elle s'est construite par la force des choses, emportée par un mouvement qui a touché toute l'Europe à un moment donné, qui a été le phénomène balnéaire. Auparavant, Saint-Brévin était une toute petite commune, ou plutôt paroisse, si on se situe avant la Révolution, au bout du monde. Il n'y avait même pas de chemin pour y arriver. Par exemple, entre Paimboeuf et Saint-Brévin, il y avait un seul petit chemin entre Saint-Brévin et Saint-Père-en-Retz qui emmenait après vers Nantes. Bref, c'était vraiment un lieu perdu dans les sables. Quand même un lieu qui vivait relativement bien avec ce que l'on appelait les sociétés littorales en pluriactivité, un pied sur la terre, un pied dans la mer, c'est-à-dire une sociologie pas véritablement définie entre les deux types de professions. Malgré tout, Saint-Brévin a connu une vie assez importante dans la mesure où il y avait une petite seigneurie locale qui a offert cette belle église finalement. Parce que l'église a été restaurée au XVIIe siècle et de cette période
reste le très joli retable qui est dans le fond du chœur et qui montre bien effectivement qu'il y avait une certaine aisance qui à l'époque devait représenter un lieu absolument magique. J'aime beaucoup imaginer ce que pouvait être la vie paroissiale à cette époque-là, avec nos semi-paysans, semi-marins arrivant dans cette église bien protectrice. On a quelquefois envie de réciter des psaumes, vous savez, perdus au milieu de la mer. Et il y a effectivement une chaleur qui se dégage de ces murs. Et donc, comme je disais, pour cette population littorale, voir ce retable plein de couleurs, les cierges, les chants, il y avait quelque part une forme de luxe, de beauté offerte. Et c'est le grand charme de cette église. Donc Saint-Brévin évolue au XIXe siècle puisqu'il y a ce phénomène balnéaire qui se passe quasiment dans toutes les communes littorales avec partout le même problème finalement d'une population adventiste comme on l'appelle à l'époque, c'est-à-dire qui n'a rien à faire sur les lieux mais qui les colonise en quelque sorte et les tensions ont souvent été très vives. Donc autour du petit bourg de Saint-Brévin qui était ancré sur son rocher derrière ses sables, dans toute la partie qui était encore non occupée, uniquement en dunes, on a planté des arbres, et comme dans les Landes finalement, comme en Aquitaine, et c'est dans ce secteur-là qu'est venue se poser ce qu'on appelle une société de bains de mer. Et les sociétés des bains de mer, ce sont des sociétés d'actionnaires qui veulent surtout profiter des lieux et avoir à faire le minimum avec la population locale. D'où ce sentiment de se faire frustrer de lieux qui vous appartient et que vous n'avez pas été capable de mettre vous-même en valeur. Et de très fortes frictions qui ont abouti dans certaines zones à de véritables scissions. Je pense à Préfaille, par exemple, qui s'est détaché de sa paroisse mère qui était la Plaine. Le cas s'est posé à Saint-Brévin et il y a eu véritablement des démarches de la part de Saint-Brévin que l'on appelait l'Océan pour se démarquer de Saint-Brévin qui n'était que Saint-Brévin tout court et qui va se défouler en se faisant appeler Saint-Brévin les Pins pour bien montrer quand même qui était là le premier maître chez lui. Voilà. Donc il y a eu de véritables velléités de prendre son indépendance du côté de Saint-Brévin-l'Océan. Et c'est une mentalité qui est restée quand même assez longtemps. Dans les années, je dirais 60, 70, ça perdurait un peu. Je me souviens d'un élu à un moment donné qui, vous voyez, on était en 2000, me disait triomphant, ça y est, maintenant Saint-Brévin a plus d'habitants à l'année que d'habitants secondaires. Donc tout était dit. Saint-Brévin avait enfin récupéré ce qui lui était nécessaire. Mais Saint-Brévin a également aussi accueilli de nombreuses colonies de vacances au fil des décennies. Quel a été l'impact de cette présence sur le développement de la ville ? Alors, l'impact, bien sûr, était surtout un impact l'été, puisqu'on avait une population secondaire, non seulement en résidence secondaire, mais également avec tous ces groupes d'enfants qui venaient. Donc on avait deux types de colonies, des colonies très souvent communales et des colonies diocésaines provenant d'un autre diocèse. Et il y avait une sorte de partenariat qui était fait à ce moment-là entre les populations de régions loin de la mer et qui faisaient profiter aux enfants donc de la possibilité de passer 1 ou 2 mois au bord de la mer sur les plages. Et par exemple, si je prends un secteur du côté de Saint-Brévin-l'Océan, qui était le secteur des Rochelais, il y avait une grande colonie qui venait d'Auvergne. Et pour les résidents, même de villas d'été, c'était un véritable plaisir de les voir venir. On avait le droit de profiter de leur feu de camp le soir. Il y avait une véritable communication qui se faisait entre ces enfants et la population donc du quartier. Et le dimanche, ils nous offraient des messes. Et je me souviens, pour les avoir fréquentés en France, c'était un moment magique aussi, parce que à l'époque, on voyait très peu de cas de messes dites en plein air. C'était réservé un peu au scoutisme ou autre. Et là, cette messe dans la fraîcheur des petits matins d'été sous les pins, il y avait
un peu, très curieusement, une énorme présence, si vous voulez, du Seigneur de la beauté du monde qui se jouait là, donc, sous les pins. Il nous reste 2 minutes avant de filer à Rome pour suivre le journal de Radio Vatican. Il y a quand même un moment, j'imagine, qui a été un tournant dans l'histoire de la ville. C'est forcément l'arrivée du pont de Saint-Nazaire. Absolument. Alors, le pont, bien sûr, a bousculé la démographie de la ville, l'économie, voire la sociologie, puisque donc le pont fêtera ses 50 ans cette année. C'est véritablement à partir du moment où la gratuité a été instituée que qu'on a vu petit à petit donc le mouvement se faire, et ça s'est vraiment multiplié dans les années 2000 en raison de ce qu'on peut appeler l'effet paquebot, donc de nombreux postes d'offres d'emploi qui ont été faites. Autrefois, dans les années 70, on disait encore que Saint-Brévin vivait grâce à 3 choses: la maison départementale, les chantiers, mais là c'était beaucoup plus pour une catégorie d'ouvriers, si vous voulez, qui prenaient le bac. Et puis il y avait les galettes, mine de rien, les galettes Saint-Michel. C'était un gros procureur d'emploi. Et donc à partir du moment où le pont était là avec sa gratuité, non seulement il y a eu cet effet de bassin d'emploi que joue encore aujourd'hui Saint-Nazaire, mais également il y a eu l'effet foncier, la pression foncière qui est devenue très importante et qui a fait que le Nord-Loire étant plus ou moins saturé, la population est passée côté sud. Oui, on imagine, et en quelques mots, qu'il y a vraiment eu un avant et un après significatif à ce niveau-là. Totalement significatif. Et pour reparler de cet équilibre entre population à l'année et population secondaire, elle est encore en train de bouger un peu, parce que dans la mesure où Saint-Brévin opte pour des collectifs d'été finalement proposés, on a une population de week-end ou hebdomadaire l'été, qui vient également un petit peu bousculer la démographie. Donc Saint-Brévin évolue. Eh bien, un grand merci à vous pour votre regard. De Saint-Brévin-les-Pins, où nous sommes ce matin, nous allons dans quelques instants filer à Rome pour suivre le journal de Radio Vatican. C'est juste après la pause que voici. Bel début de journée, bon début de journée en ce 4 avril, écoute de Radio Fidélité. Jusqu'à 9h, matinale spéciale, le tour des clochers en direct de Saint-Brévin. En Loire-Atlantique, votre expert viager, c'est Viage de Zeu avec Franck Césari. Notre expert viager, Franck Césari. Aujourd'hui, comment calculer la rentabilité d'un viager? On parle bien sûr pour les acquéreurs. Alors, elle est complexe. Ce niveau de calcul est complexe. Pourquoi? Parce qu'on est sur un contrat dit aléatoire. C'est qu'on connaît le début, on ne connaît pas la fin. On peut l'estimer. On peut estimer cette rentabilité. Quoi qu'il en soit, au-delà de ça, la rentabilité est constituée pour l'acquéreur de ce fameux droit d'usage et d'habitation. C'est-à-dire qu'il achète non pas la valeur vénale du bien, mais la valeur dite occupée. Donc le gain est immédiat. Parce qu'en fait, il va laisser ce droit d'usage d'habitation au bénéfice des vendeurs. Donc, la rentabilité, elle est initiale. La rentabilité aussi au niveau du coût d'acquisition, parce que, comme on l'a dit dans une chronique précédente, les frais d'enregistrement sont calculés sur la valeur occupée et non pas la valeur vénale du bien. Quoi qu'il en soit, c'est les investisseurs qui me le disent. Plusieurs années après, ils me disent que c'est un investissement plutôt rentable. Contactez Viage de Zeu au 02 52 41 08 46. Votre réseau d'experts viagers de proximité, VIAG de Zeu. Vous souhaitez diffuser votre publicité à la radio? Contactez Radio Fidélité au 02 40 69 27 27. Jesus Christus. Les scènes de liesse des manifestants pro-démocratie sur la grande place de Séoul. La Cour constitutionnelle sud-coréenne confirme la destitution du président. Nous retrouverons sur place notre correspondant.
Plus d'un mois sans aide humanitaire et les bombardements qui continuent à Gaza. Hier, c'est une école qui a été frappée. Et ce matin, l'armée israélienne vient de lancer une offensive au sol. Dans ce journal également, Le Monde réagit face aux hausses des droits de douane des États-Unis. Illustration ce matin en Afrique du Sud. 1700 ans après le concile de Nicée, la vision trinitaire reste à défendre. Un dense document a été publié hier par la Commission théologique internationale de la Curie romaine. Et puis les malades, médecins et personnels de santé sont mis à l'honneur lors du jubilé de ce week-end à Rome. Nous nous rendrons dans une polyclinique gérée par les sœurs de Notre-Dame des Apôtres au Caire en Égypte. Leur service, nous l'entendrons, est essentiel pour les malades les plus pauvres. Radio Vatican, le journal, Marine Henriot. Bonjour à toutes et à tous. C'est l'épilogue de 4 mois d'incertitude et de soubresauts politiques. En Corée du Sud, le président Yoon Suk-yeol vient d'être destitué. En décembre dernier, le chef de l'État avait tenté d'instaurer la loi martiale dans son pays. Une tentative qui avait échoué grâce à la mobilisation de l'opposition qui avait alors voté sa destitution. Ce matin, la Cour constitutionnelle confirme ce vote suite à une très longue délibération. À Séoul, c'est Corentin Cellier. 4 très longs mois qui ont tenu en haleine les Sud-Coréens, 111 jours exactement où les rassemblements pour ou contre sa destitution se tenaient quotidiennement. Les 8 juges de la Cour constitutionnelle ont voté à l'unanimité la destitution du président conservateur Yoon Suk-yeol, le reconnaissant coupable de tous les chefs d'accusation retenus contre lui. Abus de pouvoir, déclaration illégale de la loi martiale ou encore mise en danger des citoyens, une longue liste de faits qui accable le désormais ex-président. La destitution est avec effet immédiat. Yoon Suk-yeol a été déchu de tous ses privilèges présidentiels et doit quitter le bureau et la résidence d'État dans les 2 jours. Désormais, la Corée du Sud devra élire un nouveau président dans les 60 jours. Un scrutin prévu pour le début du mois de juin, donc dans lequel le leader de l'opposition, le libéral Lee Jae-myung, est donné grand favori. D'ici là, le président par intérim a déclaré tout mettre en œuvre pour protéger la stabilité et la sécurité du pays jusqu'à la passation de pouvoir. Célio Fioretti, Séoul, Radio Vatican. Célio Fioretti. Il y a une semaine, la terre tremblait en Birmanie. Plus de 3000 personnes sont mortes. Des milliers d'autres se retrouvent aujourd'hui sans abri dans ce pays dévoré par la guerre civile. Mercredi, la junte au pouvoir déclarait de manière unilatérale un cessez-le-feu contre les différents groupes armés afin de faciliter la reconstruction. Ce vendredi, le chef de la junte birmane Myung-lang est à Bangkok pour un sommet régional sur la coopération économique. Des manifestants se sont réunis ce matin pour dénoncer les crimes de guerre de la junte. L'armée israélienne annonce à l'instant avoir lancé une nouvelle offensive au sol à Shujaya, un quartier oriental de Gazaville, dans le territoire palestinien, dans la bande de Gaza. Dans l'enclave palestinienne, le quotidien est synonyme d'effroi. L'aide humanitaire est bloquée par Israël depuis plus d'1 mois et les bombardements continuent. Dans la seule journée d'hier, plus de 100 personnes, dont des enfants, ont été tuées. L'armée israélienne a visé une école. À Jérusalem, Valérie Ferron. Depuis la reprise des bombardements israéliens, chaque jour, chaque nuit, les mêmes scènes se répètent dans la bande de Gaza. Des explosions à faire trembler le ciel, des cris de terreur, des équipes de secours et des civils qui se précipitent vers les lieux ciblés par les missiles, transportant des enfants, des femmes, des personnes âgées au corps ensanglanté, brûlés, démembrés ou décapités, comme hier après-midi dans une école de Gaza, où des dizaines de personnes ont été tuées et plus d'une centaine blessées. Même scénario également mercredi, lorsque des bombardements ont détruit les locaux d'une clinique de l'Agence des Nations Unies, l'UNRWA, faisant plus de 20 morts, témoignage d'une survivante. Des enfants sans tête, sans membres. Cette femme, je ne l'ai reconnue que par ses vêtements. Et tout ça parce que personne n'agit. 2 autres écoles de la bande de Gaza ont également été bombardées dans la soirée d'hier. Aucun bilan précis ne peut être établi. Des dizaines de corps de personnes mortes ou vivantes restant coincés sous les décombres un peu partout dans la bande de Gaza, alors qu'Israël promet d'intensifier ses bombardements et d'étendre ses opérations terrestres. Jérusalem, Valérie Ferron, Radio Vatican. Le président américain l'appelle le jour de la libération, mais le FMI voit là un risque important pour l'économie mondiale. Depuis mercredi
soir, l'économie mondiale réagit avec fracas aux annonces des hausses de droits de douane des États-Unis. Les places boursières, dont l'américaine Wall Street dévissent et signe d'inquiétude. Le pétrole a reculé de plus de 6%. Et l'or, valeur refuge, connaît de nouveaux sommets. Au niveau politique, les chancelleries réagissent également. Elles appellent au dialogue pour revenir en arrière sur ces nouvelles surtaxes américaines. Le Japon parle de crise nationale. Le Bangladesh, deuxième plus grand fabricant de vêtements au monde, estime qu'il s'agit là d'un coup de massue pour son économie. Illustration ce matin en Afrique du Sud, où le président américain a décidé d'une hausse de 30 et 60% des droits de douane. Un coup dur pour la nation arc-en-ciel qui bénéficie de partenariats économiques très étroits avec les États-Unis et qui exporte massivement ses produits là-bas. Une hausse qui arrive également dans un contexte diplomatique tendu entre les deux pays. Au Cap, Gabriel Borometto. Selon le président américain, ce pays serait le théâtre de choses mauvaises et propagerait de la fausse information. Un énième revers pour le partenariat économique entre les deux pays. Le porte-parole de la présidence sud-africaine, Vincent Magwenya, a exprimé l'inquiétude de Cyril Ramaphosa qui considère cette mesure comme une barrière pour les échanges commerciaux et une prospérité commune. Ce n'est pas la première fois que l'Afrique du Sud se retrouve dans des eaux troubles avec les États-Unis. Depuis janvier dernier, les deux pays sont en tension diplomatique croissante à cause d'une récente réforme agricole d'expropriation des terres qui discrimine la minorité blanche sud-africaine selon Donald Trump. Le mois dernier, les États-Unis avaient expulsé l'ambassadeur sud-africain pour avoir critiqué le président américain lors d'une conférence en ligne. Une escalade qui semble sans fin. Le Cap, Gabriel Borometto pour Radio Vatican. L'antique Samarcande en Ouzbékistan, hôtesse du premier sommet Asie centrale Union européenne. L'UE qui entend faire passer à un niveau supérieur ses relations avec les 5 anciennes républiques soviétiques de la région. Des régions convoitées pour leurs ressources naturelles. L'Union européenne pourrait apporter à cette vaste région des technologies de pointe, rivalisant ainsi avec la Chine et la Russie. Bien implantée dans cette Asie centrale aussi grande que l'UE, mais peuplée de 80 millions d'habitants. C'est une guerre de basse intensité qui ne voit pas d'accalmie. Les frappes russes continuent en Ukraine, notamment sur Kharkiv ces derniers jours. Et cette nuit, 4 personnes ont été tuées et plus de 30 personnes blessées, dont des enfants. Le Concile de Nicée fête cette année ses 1700 ans. Hier, la Commission théologique internationale de la Curie publiait un dense document destiné en particulier aux théologiens et aux évêques pour nourrir leurs réflexions sur ce concile. Intitulé « Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur », le texte rappelle le sens fondamental du credo, fruit de Nicée, et met en évidence ses ressources extraordinaires dans une perspective d'évangélisation. Un texte qui fut rédigé dans un esprit de louange pour rendre grâce à cet événement quand quelques 300 évêques confirmèrent des dogmes fondamentaux unissant les chrétiens sur la nature du Christ et de la Trinité. Une vision trinitaire qui aujourd'hui reste à défendre, comme nous l'explique ce matin un des rédacteurs du document, Monseigneur Étienne Véteux, l'évêque auxiliaire de Reims. La Trinité, c'est vraiment le Dieu amour, le Dieu qui est relation. Et le fait qu'on puisse dire que le Christ est vraiment Dieu, ça veut dire que c'est vraiment Dieu lui-même qui vient nous sauver. Il n'envoie personne d'autre, et le fait qu'il soit ce soit vraiment Dieu qui se soit fait homme, ça veut aussi dire une immense dignité pour la personne humaine. Donc, ce sont des choses qui sont mises en doute régulièrement et qui ont des conséquences importantes. Par exemple, à partir du moment où on peut définir la très grande dignité de l'être humain, Dieu lui-même assume l'être humain, on peut insister sur l'égalité de tous les êtres humains. Il y a une dimension politique aussi, dans un sens, c'est que Arius pensait que le Christ était une forme de super créature, de surcréature, et il peut y avoir un risque en politique de poser les leaders politiques sur un piédestal, d'en faire des sortes de super créatures. Là, nous avons la foi chrétienne qui nous dit que tous les êtres humains sont égaux. Voilà, Monseigneur Étienne Véteux, évêque auxiliaire de Reims en France. Il était au micro de Marie Duhamel. Et tous les détails dans ce document de la Commission théologique internationale sur le Concile de Nicée sont bien sûr à retrouver sur notre site internet vaticannews.va.
Le jubilé des malades et du monde de la santé a lieu ce week-end à Rome. Malades, médecins, infirmiers, personnels soignants ainsi que leurs familles sont invités à passer l'une des portes saintes. Et dimanche matin, la messe dans la basilique Saint-Pierre sera présidée par le cardinal Rino Fisichella, pro-préfet du Dicaster pour l'évangélisation. La santé, le soin et la médecine sont au cœur du charisme des missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. Elles sont présentes dans une vingtaine de pays. Elles ouvrent et gèrent des dispensaires pour ceux qui en ont le plus besoin. Reportage ce matin dans un de ces dispensaires en Égypte au Caire, dans la polyclinique des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres. Bon, donc nous avons plusieurs spécialités. Comme vous voyez, il y a dentiste, il y a médecine générale, il y a pédiatrie, il y a ophtalmo. À quelques mètres d'une artère grouillante du Caire, derrière une simple façade, le dispensaire des Sœurs de Notre-Dame des Apôtres, devenu depuis 2 ans une polyclinique. Sœur Chenouda, médecin égyptienne, est fière de nous faire visiter les murs de la polyclinique, essentielle dans ce quartier populaire de Choubra. Les malades viennent de quartiers pauvres. Il faut dire que Choubra, c'est un milieu très moyen et pauvre. La médecine, c'est très cher, les soins. Les hôpitaux, les cliniques privées, c'est quelque chose de... Vraiment, les malades ne peuvent pas toujours, vous avez là devant vous, aller payer 1000 livres pour une consultation. Les soins dans les hôpitaux, c'est aussi cher. Les analyses, les examens, tout ça, c'est vraiment... Il y a beaucoup de malades qui ne peuvent pas. Dans un pays à la croissance démographique galopante, près de 2 millions de personnes en plus chaque année, et où un tiers de la population, selon des chiffres officiels sous-évalués, vit sous le seuil de pauvreté, la polyclinique des Sœurs permet, contre un prix bas, symbolique, à ceux qui n'en ont pas les moyens d'accéder aux soins. On a aussi les enfants de l'école, quand c'est qu'il y a quelque chose, ils viennent ici, ils savent qu'il y a la polyclinique ici, où les maîtresses souvent profitent aussi et viennent là. Et puis les malades ne viennent pas seulement du quartier de Choubra. Il y a toutes les bidonvilles, tous les alentours, ils savent qu'il y a une sœur, le dispensaire des sœurs. Si le quartier de Choubra était à l'origine un quartier à majorité chrétienne, les mutations sociologiques et politiques de l'Égypte ces dernières années l'ont transformé en quartier à dominance musulmane. Pour sœur Chenouda, qui fut aussi médecin en Côte d'Ivoire ou au Nigeria, cette coexistence interreligieuse est une chance. Nous n'avons aucun problème et c'est notre chance de religieuses plus que les prêtres, que nous avons accès, soit par la santé, soit par l'école, chrétiens, musulmans, chrétiens, orthodoxes, catholiques, protestants. Et puis la même chose pour la santé. On n'a pas de confession, on n'a pas de religion, tous pareils. Et ils le savent. Parfois ils viennent dire, oh ben mais je suis, ouais, tu es un être humain, tu es malade, c'est tout. Et c'est une manière de lutter contre le terrorisme, le fondamentalisme, et pour la santé, ils voient qu'on soigne, chrétiens, musulmans sans distinction, et je pense que c'est ça la fraternité. Pour celle qui a déjà ouvert un hôpital à Saïda dans le sud du Liban, aujourd'hui, ses difficultés au Caire pour maintenir la polyclinique à flot sont de trouver des médecins et de les faire rester, mais aussi plus largement au niveau de la congrégation de Notre-Dame des Apôtres, dont le soin aux malades est au cœur du charisme. La congrégation compte actuellement un peu plus de 600 sœurs, mais les vocations sont en recul et les bras manquent. Ces dernières années, sœur Chenouda est accompagnée d'une sœur de 74 ans et d'une secrétaire pour gérer la polyclinique. On espère une jeune sœur africaine qu'on forme à l'arabe et puis qui assure la continuité. Ça, c'est un souci pour nous de ce côté-là. Il n'y a pas beaucoup de jeunes vocations. Moi je dis, c'est pas que je suis pessimiste. Pour le moment, on n'a pas de jeunes relève, vraiment une relève qui dit qu'on peut rêver. Parce qu'il y avait un plan, il y avait par exemple une salle d'opération. Ça aurait été bien. On a dû annuler ça, l'enlever carrément parce que, une salle d'opération, ça veut dire 24 heures sur 24 heures. Il faut des lits, il faut en fait tout un tas de choses que pour le moment, on a dit on ne peut pas. Ça aurait été l'idéal. Pour l'accouchement, la femme, elle vient suivre ici le prénatal, mais après, il faut l'envoyer dans un hôpital, elle ne peut pas accoucher ici. Mais la sœur reste confiante en l'avenir. Son rêve pour le futur de la polyclinique, développer la prévention et l'éducation sanitaire. Voilà, et comme tous les dossiers de Radio Vatican, ce reportage sera bientôt disponible pour la réécoute sur notre site internet, ainsi que sur la plateforme d'écoute Spotify.
Merci de votre fidélité et retour de l'information tout à l'heure à 13h. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin de semaine. Jusqu'à 9h, matinale spéciale, le tour des clochers en direct de Saint-Brévin. Et oui, de Rome, où nous étions à l'instant avec le journal de Radio Vatican à tout juste 8h45. Nous revenons pour le dernier quart d'heure de ce tour des clochers ici à Saint-Brévin-les-Pins. Et j'ai le grand plaisir à présent d'accueillir Madame Marie Bras-Robert. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour, merci de m'accueillir. La première adjointe au maire de Saint-Brévin. Peut-être juste pour commencer, Clara, on va s'attacher à une petite partie presque historique. Et oui, Saint-Brévin s'apprête à célébrer le 80e anniversaire de la Libération, qui est intervenu bien plus tard que dans le reste du pays à cause de la poche de Saint-Nazaire. Pouvez-vous un peu nous parler des commémorations prévues ? Oui, donc effectivement, donc ça va être donc au printemps. Donc ce sera un moment fort pour notre commune, effectivement, comme l'on peut peut-être remarquer les Brévinois sur notre carte de vœux 2025. Nous souhaitons commémorer effectivement dignement un événement donc majeur, donc comme vous l'avez dit, donc le 80e anniversaire de la Libération. Donc si la grande histoire est bien connue, notre histoire locale l'est parfois moins, effectivement. Donc or Saint-Brévin a vécu une situation particulière, alors que Paris était libéré le 25 août 1944 et que l'armistice était signé le 8 mai 1945, notre ville, comme l'ensemble du territoire de la poche de Saint-Nazaire, restait donc occupée. Donc les empochés, c'est comme ça qu'on les appelait, effectivement. Donc ils se seront longtemps sentis comme des oubliés de l'histoire, un peu, on va dire ça comme ça. Donc effectivement, donc en mai 2025, nous commémorerons non seulement la fin du totalitarisme nazi, mais aussi celle d'une longue occupation, donc, et donc qui a été profondément marquée sur notre territoire. Donc on a effectivement voulu un moment, on va dire, dont à la fois solennel, mais aussi donc festif. Donc on a pas mal de choses au niveau du programme de la commémoration. Donc un peu dans tout le sud-estuaire, mais donc notamment donc sur Saint-Brévin. Donc je peux peut-être dire quelques petites dates un peu phares, entre guillemets. Donc on a effectivement donc le fameux jeudi 8 mai, donc avec le défilé de commémoration donc du 8 mai, donc à 10h. On a aussi donc un ciné-débat, donc la poche de Saint-Nazaire, donc à 20h30. Mais alors, il faut savoir que ça va être on va avoir un espèce de fil conducteur comme ça sur toute une période, donc avec notamment des expositions. On va avoir aussi du ciné-club. On va avoir une grande fête de la Libération à la place du marché. On va avoir un bal populaire avec une soirée musicale. On va avoir donc pas mal de choses comme ça. On a aussi au niveau de la commune de Saint-Brévin, je ne sais pas si vous connaissez un petit peu, mais au niveau du parc du Pointeau, on a tout plein de bunkers. Et c'est vrai que donc sur cette occasion-là de la commémoration, on a voulu aussi mettre en avant un petit peu tout ce patrimoine qu'on a. Donc la commune de Saint-Brévin, donc on a travaillé donc avec un prestataire en fait qui nous a fait tout un circuit donc avec de la réalité virtuelle pour pouvoir effectivement faire des visites et puis même éventuellement visualiser des bunkers, etc. Là actuellement avec Bunker Archéo, donc qui est une association de Saint-Brévin, il y a eu un deuxième bunker qui est en cours d'ouverture. Voilà, parce que les gens, enfin surtout vos éditeurs et auditrices de Saint-Brévin, je pense, connaissent un petit peu Bunker Archéo, donc avec la casemate. Et donc là, en l'occurrence, on a un autre bunker à côté, du coup, qu'on aimerait bien réussir à ouvrir et puis laisser à la visite. Donc voilà, il y a tout ce genre de choses. Donc c'est vrai que pour un 80e anniversaire et une commémoration, voilà, il y a pas mal de choses. Alors j'ai pas tout cité, c'est pas une liste exhaustive. En revanche, tous vos auditeurs, auditrices, brévinois, brévinoises, trouveront la programmation dans le prochain Brève Mag avec des dates et puis tout ce
tout ce qu'on va pouvoir faire pour cette commémoration. C'est important justement de faire vivre le patrimoine. Vous me parliez de l'association Bunker Archéo, les visites de la Casbah, mais voilà, utiliser ces traces de l'histoire qui sont présentes sur le territoire, c'est important de les garder véritablement vivants. Oui, je pense, oui, surtout avec l'actualité qu'on a en ce moment, je trouve que c'est très important de se souvenir, surtout pour les nouvelles générations, mais aussi pour les anciennes, puisque on dit que, entre guillemets, l'histoire, on en retient des choses, etc. Mais néanmoins, actuellement, avec les guerres qu'on a, avec tout ce qu'on voit, on se rend bien compte qu'il est d'autant plus précieux justement de faire ces commémorations et de se souvenir pour qu'on n'oublie pas, la guerre c'est l'horreur, hein, donc c'est vrai que c'est très important. Saint-Brévin, comme d'autres communes du littoral, est confrontée au défi du changement climatique, notamment avec les tempêtes ou les risques d'inondation. Quelles mesures la municipalité a-t-elle prises pour y faire face ? Oui, donc effectivement, nous on n'y échappe pas, et c'est vrai qu'on sur nos côtes, avec les différentes tempêtes qu'on a pu avoir dernièrement, on le ressent d'autant plus, puisqu'on a eu notre mur de défense de côte qui a été très abîmé. Donc il a fallu faire un renforcement de ce mur de côte. Donc là, actuellement, les travaux touchent à leur fin. Donc on a débuté ces travaux au mois de novembre. Et c'est vrai que tout ce qui est gestion de l'eau, trait de côte, mur de défense, etc., quand on parle du réchauffement climatique, chez nous, ça prend vraiment tout son sens, hein, parce qu'on le voit véritablement, c'est palpable pour le coup. Comme je vous le disais, notre mur de défense a été durement impacté par les dernières tempêtes. Et au niveau des élus, le choix qui a été fait, plutôt que de le reconstruire entre guillemets à l'identique, on a fait ce qu'on appelle une rehausse du mur, en essayant d'anticiper entre guillemets la montée des eaux, avec cette volonté entre guillemets de protéger toujours plus, quoi. Hein, donc pour les habitants, effectivement, c'est quelque chose de perceptible et de visible de suite, hein, quand on parle du réchauffement climatique à la télévision. C'est vrai qu'on ne se l'imagine pas comme ça, mais pour le coup, chez nous, sur la côte, c'est quelque chose du coup qu'on prend et qu'on perçoit en direct, en fait. C'est important pour vous justement de sensibiliser la population locale, de l'impliquer sur ces questions environnementales qui touchent la commune ? Bien sûr, tout à fait, car tout à chacun, entre guillemets, à notre niveau, on peut aussi faire quelque chose. Parce qu'il n'est jamais trop tard, entre guillemets, pour bien faire, et c'est bien vrai. Toute petite chose dans notre quotidien est bon à faire, et on voit bien que c'est pas que dans l'imaginaire, en fait, hein, le réchauffement climatique, et donc les nombreuses tempêtes, etc., qui arrivent, qu'on a de plus en plus et qui sont de plus en plus intenses, etc., les inondations et tout. C'est vraiment d'actualité, et on le vit, quoi. Donc c'est important que les gens en prennent conscience. Et le tourisme, qui est un secteur important pour Saint-Brévin, comment la commune s'adapte pour répondre aux nouvelles attentes des visiteurs, tout en préservant son identité ou même l'environnement, comme on a pu le voir ? Oui, alors écoutez, nous, on a eu des gros projets sur notre mandature, notamment sur des réhabilitations de notre boulevard Padiolo et de maintenant ce qu'on appelle la place Massico, qui auparavant était le parking du Pointeau. Donc deux espaces où maintenant les gens déambulent avec plaisir, en famille, etc. Et par exemple, sur le boulevard Padiolo, donc tout ce réaménagement qui a été fait,
C'est vrai que, par exemple, cet été, on prévoit d'y faire ce qu'on va appeler les flâneries du vendredi. Donc, on imagine déjà, entre guillemets, les familles qui déambulent avec les enfants, avec, pourquoi pas, des brocanteurs ou des artisans, et puis des petites choses, des choses à grignoter en même temps sur ce fameux boulevard, avec un paysage, mais grandiose. Et voilà, donc tout ça, ça profite, entre guillemets, à améliorer le quotidien des habitants, à donner une plus-value aussi à la commune, avec ces 2 beaux espaces qui ont été réhabilités, réaménagés. Et en essayant effectivement d'être toujours dans ce cadre, entre guillemets, nature, etc. Parce que c'est très important de ne pas dénaturer, entre guillemets, notre littoral, notre commune. Et là, je pense que sur ces 2 espaces, ça a été mission accomplie, je pense, parce que voilà, les Brévinois, Brévinoises s'en sont tout de suite, on va dire... saisie, voilà, et ça rentre complètement dans ce cadre naturel qui est nos belles plages, notre littoral, voilà. Et c'est un cadre qui attire, qui fait que Saint-Brévin connaît une forte, un taux fort d'attractivité, je vais y arriver. Comment on gère cette pression immobilière tout en préservant du coup le cadre de vie idéal dont vous nous parlez ? Eh bien, écoutez, on essaye effectivement aussi d'y répondre. Hein. On a des programmes immobiliers là qui vont se faire prochainement sur notre commune. C'est vrai que l'histoire de l'immobilier, de se loger, reste toujours une préoccupation et une problématique importante. Donc on a des groupes d'élus qui y travaillent en essayant de se dire que on a ce qu'on appelle chez nous, on est soumis entre guillemets à la loi SRU, et donc qui effectivement qui nous oblige entre guillemets à produire aussi des logements et des logements pour tous, et c'est très bien, mais effectivement on a aussi en termes de place, etc., parfois ça peut être compliqué, mais voilà, on a nos équipes d'élus, etc., qui travaillent sur ce genre de projet pour effectivement réussir à mener à bien ce genre de choses, malgré que ça reste une question importante et compliquée à traiter, je vous le cache pas. Dans la minute qui nous reste, juste avant de se quitter, donc vraiment en quelques mots, vous qui êtes adjointe au maire, qui avez fait ce choix de vous investir dans la vie politique de la cité, très souvent on entend parler de certains maires, et c'est d'ailleurs vécu ici à Saint-Brévin, où on sait bien que c'est pas toujours facile, ça peut être même très violent parfois. Vous gardez une forme d'espérance justement sur cet engagement citoyen qu'il faut porter. Est-ce que demain vous seriez prête à repartir pour un tour en quelques mots? Oui, tout à fait. Mais écoutez, je pense que c'est quelque chose comme tout à chacun. Enfin, voilà, des gens vont s'engager peut-être dans autre chose. La politique, c'est quelque chose. C'est avant tout, c'est s'engager pour les autres. C'est avoir cette conscience de se dire qu'est-ce que moi je peux faire pour le bien commun, qu'est-ce que je peux apporter à ma commune, et je pense que tous les élus de notre équipe sont dans cette dynamique, et s'il fallait repartir, oui, effectivement, je pense que je referais tout de la même façon, sans rien jeter, entre guillemets. Un grand merci, Madame Brun-Robert, d'avoir été avec nous ce matin dans ce tour des clochers qui s'achève. À suivre dans quelques instants la messe du matin en direct de Notre-Dame de Bonport.